Salut l'équipe, il était temps que les Brooklyn Nets lâchent l'affaire, ou plutôt nagent l'affaire, humour. Toujours. Arrivé comme une star de cinéma et avec les lauriers d'une magnifique carrière de joueur, mais aussi avec une expérience de coach aussi développée que le corps d'Azboula. Une équipe au casting clinquant à sa disposition, mais un plan de jeu aussi vide que Manuel Ferrara après une journée de taf. C'est officiel, Steve Nash n'est donc plus le coach des Brooklyn Nets, mais l'a-t-il vraiment été un jour ? Oui, je sais, il est facile de tirer sur l'ambulance, surtout que Steve Nash n'est pas le seul fautif du désastre à Brooklyn. Néanmoins, il incarne quand même grandement le néant tactique des Nets depuis sa prise de fonction. Une vision défensive aussi aboutie qu'un grand match de l'OM en Coupe d'Europe et une vision offensive qui se limite à donner la balle à ses stars. On en a vu des coachs ne pas respecter le métier, mais là, je crois vraiment qu'on tient notre champion. Tiens d'ailleurs, bien la première fois qu'il serait champion. Il y a des métiers qui ne s'inventent pas, qui doivent absolument s'apprendre. Et s'il y a bien une chose à retenir du passage de Nash à Brooklyn, c'est que pour être coach NBA, il ne suffit pas de débouler parfumé avec un brushing, être proche des joueurs et surtout les laisser faire ce qu'ils veulent. Ça s'appelle une michetonneuse et ça n'a jamais fait gagner de match. Steve Nash s'est trompé du début à la fin et quand un coach NBA se trompe, eh ben, il perd son taf. Voilà une des leçons à retenir pour Nash. Il en reste tant d'autres à apprendre. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Alors cette semaine, j'ai surtout voulu rendre hommage à mon oncle Joël. Je vous explique pourquoi je porte cette chemise si particulière à carreaux. C'est un de mes cadeaux pour mes 40 ans. Et bon voilà, j'ai tenu le pari avec mon oncle, tonton Joël. Voilà, j'ai relevé le pari. Donc je vais cette semaine porter cette chemise à carreaux horrible. Mais je me suis moqué de toi toute ma vie, donc il fallait bien qu'il y ait un petit peu un revers de la médaille. Et ben voilà, merci en tout cas, ou pas merci d'ailleurs pour cette chemise. On embrasse la famille Javon, évidemment. Allez, on rentre tout de suite dans l'émission. Et cette semaine, je retrouve mes deux métissons. Comment ça va, Thomas et Arthur? Ça va super. Je dis qu'est-ce qui se passe avec cette intro? Elle est jolie, ta petite la petite chemise de prof de techno, là, elle est magnifique. Ils sont les stylos, Martin là. Mystère. Martin Mystère. Ah, voilà. Coupé à la serpe, hein, quand même, très très large. Mais t'es large. Oh, c'est ça que t'aimes, non? Qu'est-ce qu'il y a? Pas vraiment, pas vraiment. Franchement, attends, il y a tout un pataquès. Hier, tu m'as dit j'ai une horrible chemise et tout. Franchement, moi j'aime bien. Ça te va bien, Arthur? Franchement, si tu l'avais pas spécifié, on te l'aurait à peine fait remarquer. Tout à fait. Bah écoute, j'aurais dû fermer ma gueule, comme souvent d'ailleurs. Mais comment ça va des ex, hein, bien sûr. Non, ça va, je rigole, ça va. Comment ça va, Tutur? Ça va super et toi? Dis-moi, c'est pas ta première cette année? Ouais, c'est la première. Bah alors, ouais. Il y a des gens dans les commentaires qui ont mis vous êtes en embrouille avec Tutur? C'est vrai qu'il y a un gars qui a dit ça? Non, pas d'embrouille. On ne sera jamais en embrouille avec famille, Arthur, sachez-le. On se voit tout le temps. C'est jamais, hein, quand même. Hein, jamais dire jamais. Surtout que les gens comme ça, avec les Sénégalais et autres, là. Bon, d'accord, je te laisse propriétaire de tes paroles. Arthur, toujours sexy, toujours affûté. Comment ça va, Malakoff? Des news de Malakoff un peu? Écoute, ça va. 4 victoires, 3 défaites. Un gros match au week-end. Et puis voilà, on va essayer. Gros match contre Massy, l'équipe de Kevin Séraphin. Exactement. Duel de président dans les tribunes. Venez voir le match. Samedi à Malakoff, 20h30. Je serai là dans les tribunes pour soutenir Malakoff et pour certainement mettre 2-3 invectives aux hommes en gris. on sera plus tenir. On est là. Tac, on va se lancer dans l'émission. On rappelle que ce soir, vous le savez maintenant, tous les jeudis, 22h, 23h, on fera un débat autour du débat de cette émission-là. Sur le principe, vous connaissez, brut, 22h, 23h, je serai avec Thomas. Vous téléchargez l'application pour ceux qui ne l'ont pas. Vous venez avec nous, vous nous faites un petit signe de la main en bas à droite sur votre téléphone et puis vous venez discuter avec nous. On reviendra évidemment sur le débat de la semaine. Mais quel est le débat de la semaine? On va ça dans le sommaire. Messieurs, avant de commencer, on commencera d'abord avec les news. On va revenir sur pas mal de petites choses, Dwight Howard notamment, Luka Doncic qui régale et les Suns entre autres. Le débat, c'est les Nets. Implosion complète en ce moment dans la franchise des Nets. On va revenir sur le bordel ambiant depuis le début de saison, mais finalement un bordel depuis peut-être un petit peu plus de temps que ça. On va tout analyser, le départ de Nash, la possible arrivée du Doka et puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Kyrie Irving et Kevin Durant.
peut-on reconstruire cette équipe et sauver la saison? Ensuite, on ira sur la palette à Toto, on l'appelle comme ça. C'est bon, on n'a rien inventé, mais en tout cas, on ira cette fois-ci sur le Thunder et Shai Gilgeous-Alexander qui nous régale en ce début de saison. C'est rare, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Thunder, mais là, il y a plein de choses à dire, plein de choses intéressantes. Et on ira en palette autour du meneur qui régale, élu joueur de la semaine. Et on finira comme d'habitude avec le quiz. Et s'il y a le quiz et qu'il y a Arthur, j'espère qu'il y aura au moins un petit Kelfac pour se tirer la bourre, pour bien commencer. Je pense que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de Kelfac, tu dois être un peu rouillé. Un peu rouillé, mais on verra. On va relever le défi. Voilà, avant le quiz, calme-toi, on va s'échauffer avec les news. On commence avec un hot take pour commencer cette émission, Thomas. C'est Luka Doncic qui est un bon joueur. Ah ouais, effectivement, bon joueur, Luka Doncic, t'as raison, et belle prise de risque. Juan. Oui, absolument, Luka est fantastique en ce début de saison. Luka enchaîne les matchs à 30 points, des victoires et des défaites avec un bilan plutôt équilibré, des défaites qu'on a tous vues avec des tirs pour la gagne qu'il a manqué, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cette série incroyable de début de saison. Ça fait 7 matchs donc que Luka marque 30 points ou plus. C'est la première fois que ça arrive depuis un certain Will Chamberlain. Bon joueur lui aussi, back in the days. Regardez ces quelques stats pour Luka. Donc, premier marqueur de NBA avec plus de 36 points par match. Premier joueur depuis Will Chamberlain donc, a débuté avec 7 matchs à plus de 30 points. Et donc, premier aussi au point dans le clutch time. Bon, il est fantastique. Luka, mon cher Arthur. Ouais, incroyable. J'ai juste une question. Les clutch points, c'est considéré à partir de combien de temps? Normalement, c'est 2 dernières minutes quand il y a, je sais pas, 5 points d'écart entre les deux équipes. Je crois que c'est un truc comme ça. Ok. Ouais, bah non, écoute, il est incroyable. Moi, vous le savez, c'est pas forcément le basket que je préfère, mais en fait, il a un tel rayonnement dans son équipe. Il a beaucoup la balle entre les mains. Il a une équipe qui, sur le papier, n'est pas incroyable, mais il arrive toujours à faire gagner son équipe et à être aussi constant dans ses performances. Donc là, il doit être dans sa 4e ou dans sa 5e saison. Donc voilà, on sent qu'il y a de la maturité. Il commence à connaître un petit peu la NBA. Il connaît le chemin. Donc bravo à lui. Maintenant, on l'attend sur des résultats collectifs en post-season, ce qu'il a réussi à faire. Ça va être dur cette année. Et puis voilà, qui continue. Et puis je pense qu'il va vouloir chercher le MVP quand même cette année. Clairement. Mais de toute manière, il a eu cette déclaration tout à fait juste. Il a dit que cette saison, il n'avait pas le droit de revenir dans le même état que la saison dernière et de ne pas commencer la saison comme la saison dernière. Il était clairement hors de forme. Il a mis 2 mois à s'y remettre. Bon, une fois qu'il s'était installé à partir de Noël, il a tout arraché. Là, pour la première fois de sa carrière, il est en Cannes dès le premier match de la saison. Et voilà, c'est la conséquence directe, c'est qu'il est totalement inarrêtable. 36 points de moyenne. Alors, il y a beaucoup de mecs qui sont à plus de 30 points de moyenne dans ce début de saison, mais 36 points, c'est du niveau de James Harden quand il jouait tous les ballons et qu'on le citait comme potentiellement le meilleur joueur offensif de l'histoire de la NBA. Certains disaient ça à l'époque. Ouais, donc voilà, ça montre l'étendue du talent, on le sait, mais surtout l'état de forme de Luka. État de forme incroyable. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Une petite stat, on l'a vu dans le tableau, mais rapidement, mais je vais la prendre à la voix quand même. Il est sur des bases pour faire, la saison est encore longue, pour faire 35-7-7, là on la voit, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Moi, j'ai juste une question rapide pour vous sur Luka Doncic. On aura l'occasion d'en faire un grand débat, évidemment, pendant toute la saison. Est-ce qu'il arrive encore à vous surprendre par son niveau ? Non, parce qu'en fait, il a tellement la balle dans les mains. En fait, il ajoute pas plein de nouvelles choses. Il fait ce qu'il sait faire. Mais on a l'impression que les chiffres grossissent de saison après saison. Les chiffres grossissent parce que là, il a quand même des bons pourcentages sur un début de saison. Sauf à 3 points. 3 points, c'est bien dégueulasse. Ouais, ça risque d'être corrigé. Moi, je trouve qu'il a progressé sur quelque chose, tu vois. Et là, on le voit très bien. C'est sur son impact physique. Alors, on sait que c'est pas un joueur qui est athlétique. Par contre, c'est un joueur qui est physique. L'année dernière, je me rappelle en playoff contre Phoenix, il avait des bugne à bugne avec DeAndre Ayton où il est rentré dedans et c'est le river, c'est le step back. DeAndre Ayton, c'est une machine. Il est plus lourd que lui. Il est, on pourrait dire, plus dur, mais il n'est pas plus physique. Et à chaque fois, il arrive à créer cet écart avec son corps et à se retourner pour tirer. Et c'est incroyable. Moi, je trouve qu'il a progressé dans ça. Et c'est son go-to move. Il faut qu'il continue à bosser dessus, mais c'est super fort. Il avait massacré Chris Paul, on se souvient aussi en playoff, oui. Du post-up pur. Hein. Ouais. Vraiment là, alors, il n'avait pas besoin de créer de la distance. Il l'avait massacré. Il est solide, c'est ça. Il crée la séparation. Contrairement à la vitesse et l'explosivité d'autres, lui, il compense par la taille, il est très grand, et par sa robustesse. Tu as raison de préciser ça. Robustesse. Après, pour répondre à ta question, Erwan, ce qui nous étonne encore, ce qui est sûr, c'est que comme tous les super méga joueurs, quand ils enchaînent des performances vraiment de ouf, et ben t'es là à dire, oh, il a encore mis 35. Tu te lèves le matin, tu regardes, oh, il a encore mis 35, ils ont gagné. Tu regardes un match en direct, tu fais, mais en fait, il va jamais s'arrêter, il est déjà à 18 à la mi-temps. Enfin, tu vois, ce genre de choses, c'est pas de la surprise, mais c'est encore l'étonnement de voir un incroyable joueur de 23 ans évoluer sous nos yeux. Mais ça marche pas qu'avec Lucas, ça marche avec plein de mecs en NBA.
Les Mavs 9e, 4 victoires, 3 défaites. Et 3 défaites où il avait le ballon dans les mains pour gagner. Tout à fait. C'est important ça. Après, on sait que sur les dernières... ça, c'est un truc qu'on pourra faire en palette, d'ailleurs, je pense, sur les gestions de dernier ballon, de ballon de la gagne pour Luka Doncic, qui est souvent parfait dans le QI basket. Des fois, il prend quand même des tirs un peu compliqués. Ça sera peut-être l'occasion d'en faire une palette. C'est même d'ailleurs une très bonne idée. Carrément, ouais. Et en tout cas, pour l'instant, 9e bilan à l'Ouest. Ça va certainement être mieux, mais pour l'instant, ce n'est pas un bilan qui doit te permettre d'être MVP. On aura l'occasion d'en reparler. On enchaîne avec les Suns, qui eux cartonnent aussi. 5e victoire d'affilée à domicile. Un bilan très bon en ce début de saison. Et puis surtout, une équipe qui rassure. 6 victoires, 1 défaite. Vous voyez, première attaque de NBA. 5e défense de NBA. Ben, finalement, la gifle prise la saison dernière, l'embrouille entre Monty Williams et DeAndre Ayton. Finalement, tout ça, ça paraît derrière. Cette équipe-là cartonne, Arthur, sur ce début de saison. Ouais, et en plus, quand on voit les adversaires, ils n'ont pas joué des peintres, hein, ils ont joué des équipes qu'on attend, hein, les champions en titre, les Pelicans qui tournent fort, les Clippers qui sont sexy et Minnesota, donc bravo à eux. Moi, je trouve que ce qui marche bien dans cette équipe, c'est vraiment le collectif. À chaque fois, il y a un joueur qui sort une grosse performance. Je pense à Cam Johnson, qui met un 29 il y a quelques jours avec une grosse adresse à 3 points. Et ça peut tourner. Ils ont beaucoup d'assets et l'équipe est bien construite. Après, voilà, l'objectif pour Phoenix, ça va être bien évidemment de truster l'avantage du terrain sur les playoffs. Donc ça, on n'en doute pas spécialement. Mais après, ça va être de convertir en playoffs et c'est surtout là qu'on les attend. Donc qui déroule durant l'année et à voir s'ils ont progressé pour les playoffs. C'est intéressant que tu parles de cette équipe-là qui est complète, où tout le monde apporte et que tu parles notamment de Cam Johnson. Vous allez voir ce tableau sur le 5 majeur où tout le monde est clairement dans son rôle. On voit même un Chris Paul un petit peu moins dans le scoring, mais toujours autant à l'organisation. Et Thomas, on en a déjà parlé pas mal en off. C'est Cam Johnson qui est aujourd'hui titulaire sur le poste 4, qui remplace Jay Crowder, qui a amené de la défense, du free and D, qui était vraiment bien installé. Mais on a l'impression que Cam Johnson, sur ce poste-là 4, amène du scoring, lui aussi, de la défense, mais amène aussi des choses qu'il n'y avait pas avant avec Jay Crowder. Il y a une évolution dans le jeu des Suns. Ouais, c'est vrai, ça a toujours été une super attaque hein, depuis que Chris Paul est là. Il n'y a aucun doute sur ce que Monty Williams met en place. Chacun connaît son rôle. Et c'est vrai que c'était une des questions de l'intersaison. Comment le presque départ, parce qu'il n'est pas encore parti de Jay Crowder, allait être digéré par l'équipe, parce que tu perds en profondeur si Cam Johnson arrive dans le 5 majeur. Ce qui est sûr, c'est que Cam Johnson, franchement, il s'éclate totalement, et tu as raison de dire qu'il est plus complet, il peut faire plus de choses. Après, la question que je me posais aussi, c'était est-ce que les Suns avaient besoin d'un autre mec qui fasse d'autres trucs encore sur le terrain, d'avoir un vrai défenseur qui est que sur du tir extérieur? C'était censé suffire, et c'est ce qui a suffi pour les amener en finale NBA il y a quelques temps. Bon, pour l'instant, Cam Johnson, qui va bientôt falloir re-signer aussi, hein, notre ami, et vu ce qu'il est en train de faire, eh bien, il va prendre un gros chécos, montre que c'est un titulaire de NBA. Pas qu'on avait un doute, mais en tout cas, là, il est en train de le prouver. Les Suns sont très très forts et ont la meilleure attaque de NBA, on l'a vu à 18.3 au rating. Ils sont sur les bases d'être la meilleure équipe d'attaque, enfin la meilleure attaque de l'histoire de la NBA. S'ils restent à plus de 118.3, donc il y a même des stats qui les amènent à plus de 119, ce serait la meilleure attaque de l'histoire de la NBA. Donc il faut se rendre compte aussi du début de saison des Suns. L'échantillon, évidemment, c'est que 7 matchs, on s'enflamme pas, mais en tout cas, ils sont dans la continuité de ce qu'ils faisaient avant et ils sont surtout dans la réaction d'une intersaison qui aurait pu être bien plus difficile. Donc franchement, bravo à eux. Hein. Arthur, tu avais des doutes, toi, sur les Suns après le terrible faux pas en playoff la saison dernière et un petit peu cette intersaison avec notamment la gestion de DeAndre Ayton? Ouais, clairement. Alors moi, j'étais passé un petit peu à côté de toutes ces histoires en interne, mais lorsque j'ai vu ça, notamment sur les différentes previews et sur l'excitation du début de saison, j'étais assez étonné et surtout assez catastrophé de voir que les deux ne s'étaient pas parlé. Je parle de Monty Williams et de DeAndre Ayton. Ça peut casser quelque chose, surtout que on sait que pour aller au bout, pour aller loin, ce qui est leur objectif, il faut qu'ils puissent avoir une vraie cohésion et des vrais échanges, une vraie confiance entre les personnes, entre les différents membres du staff, joueurs, entraîneurs, etc. Donc moi j'avais des doutes. Force est de constater que pour l'instant, ça a l'air de marcher. Mais est-ce que ces fragilités qu'on ne voit pas maintenant, est-ce qu'elles vont réapparaître au grand jour en play-off sur des lancers francs ratés, sur un choix du coach de bencher Ayton à un certain moment? Même en saison régulière, s'il y a un moment, un temps faible, tu vois, quelques défaites qui s'enchaînent, c'est dans ce moment-là, là, tout va bien. C'est des choses qu'on peut pas voir. Donc oui, j'avais des inquiétudes. Bravo à eux qui capitalisent dès maintenant en ayant un maximum de victoires, en essayant d'avoir la confiance, peut-être se remettre. Mais écoute, à voir. Et puis après, il y a le marché des transferts. On verra lorsque en février tout ça s'arrêtera. Écoute, il y a plein de choses. Donc ils ont intérêt à capitaliser jusqu'à maintenant. On rappelle que les Suns sont en vente. Hein.
Robert Saiver, le propriétaire, avec de belles histoires encore en interne au sein de la franchise, a été contraint, entre guillemets, de vendre sa franchise. Donc c'est en cours, il y a tout un process et ça peut compter dans la vie d'une équipe qui a de très hautes ambitions. En tout cas, pour l'instant, ça ne semble pas jouer sur le sportif. Tout à fait. C'est pas ce qui se passe dans les bureaux, mais en tout cas, sur le sportif, tout va bien. Côté Suns, il y en a un pour qui ça va un petit peu moins bien. Vous vous souvenez de Dwight Howard? Ouais. Non, on ne connaît pas. Meneur de jeu, non. Dwight Howard, donc il a toujours pas d'équipe, mais il a surtout envie de parler un petit peu en ce moment. Donc il a fait deux petites sorties dans les médias. Dont cette première-là, je suis très énervé. Je me suis posé la question si je voulais rejouer au basket. C'est un manque total de respect. On m'a dit que je ne prenais pas les choses au sérieux. Comment j'aurais pu gagner 3 fois le titre de meilleur défenseur de l'année, sinon. Donc évidemment, Dwight Howard qui revient sur sa non-élection au top 75 de l'histoire de la NBA. C'est une honte, hein, on est tous d'accord. Hein. Mais une parmi tant d'autres. Ouais, mais pour le coup, là, on parle de lui. Moi, j'ai toujours trouvé ça abusé qu'il y soit pas, surtout quand tu choisis 76 joueurs et que tu vois qu'Anthony Davis y est, hein, par exemple. Moi, j'avais trouvé ça grotesque de ne pas le mettre. Il a été, à un moment donné, pendant plusieurs saisons, le meilleur à son poste. Il a été 2e au MVP, il fait une finale, il arrive à se réinventer dans une deuxième partie de carrière. On sait que c'est très difficile pour les mecs qui ont été aussi hauts. On rappelle que c'est un mec aussi qui sortait du lycée et que c'est encore plus difficile pour ce type de mec. Non, je trouve... D'ailleurs, on avait ces débats à l'époque du Upcast, vraiment à l'ancienne, on parlait de son futur et tout. Et moi, j'étais toujours dans un truc de dire, bon bah oui, il a des défauts. Oui, c'est pas le meilleur, balle en main, post-up, on l'a vu faire des dingueries et tout ça. Mais en fait, ça... On s'en fiche, il a ses qualités et ses défauts. C'est surtout un mec qui a démonté tous les mecs de son poste. Donc, il a raison de le dire. Je pense que pour ce type de mec là, avec l'ego de ouf, de pas être sélectionné, mais mon gars, ça doit tellement te faire mal au cul. Bah, écoute, il le sort comme ça. Il n'a pas sorti sur le moment, c'est déjà ça. Mais je peux comprendre la frustration en tout cas. Ouais, non, je suis assez d'accord. Moi aussi, je trouvais que c'était abusé qu'il ne soit pas. On sent qu'il est vraiment sur la fin et qu'il a envie de un petit peu avec l'influence qu'il a, essayer de marquer un petit peu sa legacy et ce qui va rester de Dwight Howard. Et pour lui et pour ce genre de joueur-là, c'est effectivement important d'être cité dans les 75. Moi, je tiens vachement à souligner la rédemption un petit peu, une première partie de carrière qui est exceptionnelle, un gros trou à partir de son arrivée à Houston. Et il a réussi à se réinventer, à être champion avec les Lakers, à rediscuter avec Kobe sur ce qui n'avait pas été. Donc ouais, mais c'est vrai que pour ceux qui découvrent le basket depuis quelques années, c'est limite un anonyme. Mais il ne faut pas oublier les années formidables qu'il a eues à Orlando. Et le fait d'emmener cette petite franchise, jeune franchise, une nouvelle fois en finale en NBA. En battant LeBron. En battant LeBron. 2009, c'est incroyable. Franchement, là, maintenant, on ouais, comme ça. Oh, le 2009, la finale de conf, c'est un truc de ouf. Alors après, ils se font battre, ils manquent d'expérience en finale, mais nous, on s'en souvient parce qu'on jouait tous ensemble et qu'on en parlait tout le temps. Mon gars, l'échec de LeBron en 2009, il est incroyable puisque la finale rêvée, c'était Cavs-Lakers à l'époque. On embrasse fort Mike Pietrus. Ouais. On embrasse fort Mike Pietrus, à Bordeaux, qui me boit du vin, qui fume du cigare. Mike, on t'oublie pas, on t'attend un jour. J'arrête pas de t'envoyer des messages pour que tu viennes dans ce canapé du First Day Show. Tu parlais de la legacy de Dwight Howard. Ouais. Elle est peut-être pas finie, la legacy de Dwight Howard. En tout cas pour lui, parce que monsieur vend ses services, et ni plus ni moins qu'au Golden State Warriors. Il se sent Warriors depuis qu'il est au lycée. J'étais un Warriors, ils ont besoin d'un grand. Je sais qu'ils ont Kevin Looney et que le jeune Wiseman, mais je suis Dwight Howard. Wiseman peut apprendre tellement de moi parce qu'il est destiné à être un grand big man. Je pourrais lui apprendre comment défendre, comment contrer des tirs. Qu'est-ce qu'on en pense de voir Dwight Howard débouler comme ça chez le champion de titre? Il n'a pas d'agent? Faut croire que non. Ou alors il n'a pas d'équipe. Ou alors il fait pas bien son taf. Ce qui est sûr, c'est que les Warriors, je crois, il leur reste leur 15e spot. Moi, à leur place, je le ferais. Hein. Un gars avec autant d'expérience. Il a raison de souligner l'impact qu'il peut avoir sur un jeune joueur dans ce truc de mentor et tout. Ils sont pas tous capables de le faire. Hein. Si lui a envie de le faire, franchement, ça coûte pas grand-chose de l'essayer sur même, pourquoi pas, une courte période. Et il parle de trucs, il dit pas, je vais lui apprendre à faire des moves et des fadeaway. S'il avait dit ça, j'aurais été très inquiet. Il lui parle de défense, il lui parle de contrer des tirs. Et Wiseman, je pense qu'il aura tout à apprendre d'un mec comme ça. Oui, et puis il était sur le titre des Lakers en 2020, il est dans ce rôle-là. Il est déjà dans ce rôle-là. Donc c'est pas comme s'il nous vendait quelque chose qu'il avait jamais fait. Donc ouais, complètement. Toute sa vie, il a fait ça. Hein. Mettre des ballons dans les tribunes, sur des tirs drop, bam, comme ça. Donc, moi, je parle dans le rôle dans l'équipe. Oui, le fait d'être rentré. Il met les ballons dans les tribunes et pas à la façon de Valère Germain, quoi. Ouais. C'est une action positive, quoi. Moi, ce que je vois surtout avec cette déclasse, c'est que je vois un mec qui est en fin de carrière, qui a du pognon, qui pourrait ne rien faire et qui a toujours l'amour du game. Et ça, quand des mecs ont 35 ans passés, ont toujours cet amour du game-là et qui ont envie d'apprendre et de transmettre, comme tu dis, je trouve ça intéressant. En tout cas, je sais pas ce que comptent faire les Warriors, mais à creuser, pourquoi pas,
vois, tu as raison, sur un essai peut-être d'un mois, des petits contrats. Ouais, à voir, toujours, tu vois. ça va pas coûter très cher aujourd'hui, Dwight Howard. Ah non, minimum, quoi. Voilà, moins qu'à Ça une reste quand même 19 millions d'euros. Hein. moins qu'à une époque, oui, il doit être plus cher que moi. Ça, c'est clair. C'est heureusement pour lui. Dernière petite news, vous le savez, le 19 janvier prochain, il y a le NBA Paris Game qui revient. Ça sera entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls. Et jeudi prochain, alors va falloir être très vite dans les starting blocks. La billetterie ouvre. Alors là, bon courage. Charles Bietri. Charles Bietri, évidemment, qu'on salue. il va falloir s'envoyer, messieurs. Il y aura beaucoup de déçus, comme chaque année. Alors, on lit pas mal de choses autour de comment ça se passe, mais Bercy, c'est 17 000 places, 15 000 places. Même pas 15 000. Il y 000. a quasiment 200, 300 000 personnes qui veulent venir. Je vous laisse faire le calcul. C'est toujours compliqué. En tout cas, bonne chance à vous et on espère que vous serez parmi les heureux élus parce qu'assister à cette rencontre-là, c'est quand même à Paris un vrai événement pour le basket français au sens large. Au pire, ce sera à la télé. Au pire, ce sera à la télé, en clair sur Canal. Et au mieux, ça peut être aux États-Unis aussi. Et sur BeIN aussi. Donc, je dis ça comme ça. C'est qu'aujourd'hui, la possibilité d'aller aux États-Unis voir des matchs, je pense évidemment à Sport Travel. Franchement, allez-y si vous avez 5 jours, 6 jours, un petit peu d'argent de côté. Allez-y, allez découvrir les States, la NBA aux States, c'est encore mieux qu'à Paris. Je dis pas qu'on va pas se régaler quand ce sera à Paris. Je dis que d'être à New York ou à Los Angeles, pour ne citer que ces deux villes, c'est un truc de ouf. Donc allez-y. La NBA, ça se vit aussi. La NBA, ça se vit, Erwan, tout à fait. Il y a un truc qui se vit pas très bien en ce moment, c'est d'être un joueur des Nets. Ou pire, un coach des Nets. Le débat tout de suite. Steve Nash n'est donc plus l'entraîneur des Brooklyn Nets. C'est tombé cette semaine. Ça a été une surprise ou pas, en tout cas, une histoire de timing un petit peu chelou. On va revenir dessus. Et les gars, je vais aller sur votre première impression. Quelle a été votre réaction en apprenant ça? C'est tombé en début de semaine. Moi j'ai été surpris, pas choqué comme KD, mais j'ai été surpris parce qu'en fait ça arrive assez tôt dans la saison et en fait quitte à le virer maintenant, ils auraient peut-être dû le virer un petit peu avant, durant l'été, et gagner du temps, tout simplement gagner du temps et gagner un peu de sérénité. Donc ouais, moi j'ai été surpris. Franchement, j'étais surpris quand même parce que il y avait les résultats, il y avait le style de l'équipe et tout ça, mais il n'y avait pas de rumeur comme quoi il allait se faire cut. Tu vois, il n'y avait pas... D'habitude, quand il y a un gars qui se fait couper, pendant 2-3 jours, on se pose la question de, etc. Là, il y a les tweets de Woj et de Shams qui tombent, et là, et on voit d'ailleurs l'impact que ça a eu sur nous tous. On en a directement tous parlé. Ouais, c'est un truc de ouf, Twitter en ébullition et tout. Donc, ouais, je te rejoins complètement. Ça a été de la surprise. Et puis, 3 secondes plus tard, je me suis dit, bah ouais, enfin, en fait. Enfin, il fallait le faire, ils étaient obligés. S'ils veulent espérer quelque chose, ils étaient obligés de le faire. Ça t'a surpris, toi? Moi, ça m'a surpris parce qu'au niveau du timing, moi, vous connaissez mon avis sur Steve Nash en tant que coach, ce qu'il a proposé, on va revenir dessus. Mais ça m'a surpris en tant que timing, c'est-à-dire que où tu le fais cet été et tu gagnes du temps, ou là, cette année, il était là et tu essaies d'aller un peu plus loin avec lui. On est quand même sur... il a joué 7 matchs cette saison, un échantillon de 7 matchs sur une saison. 6. Ça ne représente strictement rien. Alors c'est clair que sur ces 6 matchs, encore une fois, illisible de voir l'ADN Steve Nash en tant que coach. Vraiment, c'est quoi, une équipe d'attaque, mais sur le talent pur, intrinsèque des joueurs. Défensivement, c'était la pire défense de la Ligue. C'est pas rien quand même que d'être la pire défense de la Ligue. Quand t'es Steve Nash et quand t'es les Nets, tu ne peux pas être la pire défense de la Ligue. Mais ouais, je suis un peu en entre-deux. Ou c'est trop tôt, pour moi, ou ils l'ont fait trop tôt, ou ils l'ont fait trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. J'ai un peu ce sentiment un petit peu curieux, mais... si on prend encore un peu plus de recul, je pense qu'effectivement, il était temps d'arrêter les frais pour les Nets, mais même pour Steve Nash, qui clairement, en un peu plus de 2 saisons, à peine, puisque 6 matchs donc, n'a montré aucune qualité de coach, vraiment au sens primaire de ce que doit être un coach. Le bilan médiocre de l'ère Steve Nash. Alors, en plus, il y a les 94 victoires pour 67 défaites. En pourcentage, c'est loin d'être catastrophique. Une élimination au premier tour et une élimination en finale de conf. On s'en souvient, c'est en demi-finale de conf, non? Face au demi-finale de conf, à Milwaukee. Demi-finale de conf, oui. C'est en demi-finale de conf. Demi-finale de conf. Donc voilà, allons un petit peu sur la patte Steve Nash.
Qu'est-ce que, là encore une fois, qu'est-ce qu'on peut. Je l'ai mis sur Twitter un peu pour rigoler. Il y a eu pas mal de commentaires de mecs qui m'ont dit rien. Qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir de ce passage de Steve Nash? En fait, moi je trouve que t'es dur. Je suis pas là pour défendre Steve Nash ou autre, mais c'est juste que effectivement t'es un coach qui arrive avec très peu d'expérience, petite expérience à Golden State, etc. Golden State, il est même pas assistant. On rappelle, il est observateur. Ouais, observateur. C'est pour ça que je te parle d'expérience. Tu sais que moi j'ai coaché l'équipe 2 de Malakoff, j'ai plus d'expérience de coach que lui. Il était dans le coaching staff. J'imagine qu'il avait de l'impact quand même auprès des joueurs. Conneries, je viens de croire. Mais en fait, t'arrives, t'as Irving. T'as Durant, t'as des superstars qui émettent le souhait, qui sont venus dans un projet pour avoir les mains libres, pour pouvoir être capable de, pas de diriger la franchise, mais un petit peu, tu vois, cette nouvelle patte qu'ont les joueurs et que a amené un petit peu les joueurs. On a la aussi. déclate Kyrie Irving pour associer à tes propos. Ouais. Et tiens, je te laisse la dire si tu veux. Non, tu peux la prendre, vas-y, ouais. tu as la raison ici. Je ne nous vois vraiment pas avoir un coach. Katie pourrait être coach, je pourrais aussi être coach. Et Kevin Durant dit Jacques Vaughn pourrait être un jour coach. Ça, on va revenir sur Jacques Vaughn après, mais pour moi, la déclate Kyrie qui arrive dès que Steve Nash signe, pour moi, cette déclat, c'est déjà le début de la fin. Ouais, mais c'est pas de la faute de est-ce que c'est de la faute de Steve voilà. Nash, du coup, tu vois? Moi, je pense que quand tu arrives, que tu as des superstars, qu'il y a tous ces soucis de blessures, que tu as James Harden qui arrive, qui part, que tu as le cas avec Ben Simmons, que tu as Kyrie en lui-même, que tu as Kevin Durant, même s'il fait la déclat qu'il veut voir bouger Steve Nash durant l'été, il devait sentir en interne qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Dans tous les cas, c'est hyper compliqué de pouvoir installer une patte et de pouvoir avoir beaucoup de marge sur ton équipe. Rewind, Arthur. Avant d'aller sur les délires après d'Arden, on va revenir sur ce trade qui finalement, avec le recul aussi, est quelque part aussi un virage important sur le passage de Nash au Nets. T'es coach. Tu veux être coach, tu es Steve Nash, tu connais le basket, tu es un double MVP, tu as joué à très haut niveau, tu as joué pour être champion, tu as eu un coach, Mike D'Antoni, qui a insufflé une philosophie à laquelle tu as cru, dans laquelle tu t'es éclaté. Donc, tu as connu les rôles de chacun. Tu connais l'importance d'un coach en NBA et dans le basket. Tu es Steve Nash, on te propose ce deal-là avec donc ce truc sur la table de dire non mais les gars veulent pas les coacher, le talent va suffire. Bah quoi? Et tu dis oui? Oui, tu dis oui, bien sûr. T'as envie d'être coach. On te propose un projet challengeant. C'est des gars qui ont l'esprit de compétition. Moi, je le vois pas dire non, tu vois. Demain, à partir du moment où il a cette volonté d'être coach, on te propose un projet comme ça. T'es ancien double MVP, bien évidemment que t'acceptes. Et puis, je pense que les joueurs, ils étaient enthousiasmés d'avoir justement Steve Nash, double ancien MVP, qui peut amener cette patte et qui est plutôt proche des joueurs. Donc, tu veux être coach? Je vais un peu loin, je suis tatillon. Tu veux être coach et tu acceptes un job où on te dit non mais en fait nous on veut pas de coach. Mais parce qu'aujourd'hui t'as des gars qui ça marche pas comme ça. Non. En fait, ouais, certaines équipes, elles vont marcher autour d'une superstar. Tu vois, je pense à Yanis avec un collectif huilé, du travail, Budenholzer, etc. Là, tu arrives avec deux superstars qui ont un talent intrinsèque exceptionnel et on était tous là à dire la même chose quand on a vu l'effectif au début. En fait, les Nets ils vont aller en finale et ils iront en finale pendant plusieurs années. Et tu te dis voilà, j'ai deux superstars, je peux construire autour. Sean Marks il fait plutôt du bon boulot, il arrive à nous entourer. Écoute, on y va, et puis je pense que ça va le faire. Moi, je vois ça. De toute façon, le truc là, c'est que Erwan se rebase à il y a 2 ans quand il a accepté le job. Qu'est-ce qu'on en espérait de Steve Nash? Moi, en tout cas, j'en espérais d'abord un meneur d'hommes. Donc, le meneur de jeu que j'ai toujours vu sur le terrain, c'était un meneur d'hommes, c'était un gars qui comptait dans les moments importants. Donc, j'espérais que cette voie-là, il respecte cette voie et cette vision qu'on avait de Steve Nash. Donc, j'en attendais à ce qu'il soit capable d'être un manager. Quand tu as une équipe de superstars comme ça, la première chose que tu dois chercher chez un coach, d'après moi, et c'est l'histoire qui le prouve, c'est d'avoir un manager. Phil Jackson, grand manager. Pat Riley, grand manager. Des mecs qui vont aussi ensuite s'entourer de mecs qui vont peut-être apporter plus de tactique. Pas que Steve Nash soit pas capable de le faire. Encore, je ne sais pas s'il est capable de le faire jusque-là. Mais en tout cas, quand tu as une équipe avec beaucoup d'ego, beaucoup de talent, c'est le côté managérial que tu vas aller chercher. On a été très déçus par tout ça pendant 2 ans. Et on a vu d'ailleurs qu'il y a une rupture entre le coach et ses joueurs. On l'a senti là. On a vu KD qui a voulu se barrer. Parce que visiblement, Steve Nash n'a pas réussi à et c'est ce qu'il a dit, j'ai pas réussi à avoir l'adhésion des joueurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur le jeu en soi. Et c'est là où on se retrouve tous un peu, c'est que ça a été tellement pauvre pendant 2 ans. Ça a été tellement pauvre après Kenny Atkinson, qui lui était un coach avec des idées dans le jeu, qu'en fait on ne sait même pas
quelle est la valeur de Steve Nash? Alors la valeur actuelle, c'est qu'elle est catastrophique, hein, pas manager et rien en attaque coach. ni en défense, donc ça fait quand même beaucoup pour être entraîneur, mais est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que sera le futur Steve Nash coach si un jour il reprend une autre équipe? C'est une vraie question que je me pose. Moi, je suis assez d'accord. moi, je ne le condamne pas, mais c'est ce que je dis dans l'édito. Va apprendre ton métier. Arrête de croire que tu peux débouler comme ça. Et en ça, déjà, moi, la manière dont il s'est construit pour être coach, quand je vois les Willie Green, quand je vois les Aimé Udoka, le passage qu'ils ont fait C'est pas les mêmes mecs, c'est pas les mêmes mecs. Franchement, Mais attendez, donc parce que tu es double MVP de joueur, tu crois que tu peux coacher comme ça? Bah oui, Bah ils ont tous d'accord, fait, bah- même Magic il l'a fait, et c'était catastrophique. Ouais, bah super, ça a bien Mais c'est ce que je marché. te dis, c'est que mais les méga superstars font ça. Attends, les Alors, gars, on prend pas des coups de ça. Jason Kidd. Bah ouais, Jason Kidd. Jason Kidd, il a arrêté sa carrière. 2 mois plus tard, il avait sa mallette de coach. Mon gars, c'est D'accord. le jeu, Ok. la prestance. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jason Kidd, pour Non, mais- aujourd'hui être le coach qu'il est? Il a eu des s'est cassé échecs. il s'est Il a eu cassé des les dents échecs. Nets, s'est Ah, cassé alors, les dents Bucks, il a fait assistant aux Lakers et maintenant il a jamais été aussi meilleur coach que ça. Bah, Ouais, et alors, bah, donc donc là, Steve Nash, il en est là. là, on est dans le processus. Bah oui. Moi, effectivement, Steve Nash, on l'attendait pas forcément sur des formes de jeu hyper pointues, etc. C'était vraiment sur du management. Forcé de constater que ça n'a pas fonctionné. Moi, aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pense que le futur de Steve Nash, moi je pense qu'il a un futur. Moi je pense Oui. que, Mais moi, j'aurais une autre chance un jour. Mais moi, je le condamne pas. C'est pas Yubi Brown, hein. Il a pas 108 ans. Ouais. Donc moi, je crois, mais j'espère qu'en tout cas de cette expérience, il va en sortir un petit peu avec d'autres idées, en se disant bon, en fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Un coach doit être un coach et peut pas non plus laisser carte blanche à des joueurs tout aussi talentueux qu'ils soient. Et puis surtout, ce qu'on a vu pendant 2 ans, c'est que ok, tu pars avec ce principe-là, partons. Allons avec vous. Ok, je vais laisser carte blanche aux gars, je vais la jouer comme ça, un peu cool. Bon, ça marche pas. On rectifie, les gars, on change. Et là, il a jamais réussi à changer. Donc, Mais est-ce que tu penses que c'est l'échec des Nets et la faute de Steve Nash? ah non. Moi, je pense que c'est le fusible qui devait bouger parce que, voilà, en l'état, tu pouvais pas bouger tous les joueurs, toutes les superstars et tout le management. Et qu'en l'occurrence, s'il y avait une chose à changer, c'est Steve Nash. Le mal est bien Par plus contre, profond que le par coach, contre, le quoi. mal est Mais bien la plus faute, profond. le D'accord. mal est plus profond parce que moi, qu'est-ce qu'ils font maintenant, Kyrie Irving et Kevin Durant, qui clament on ne veut pas être coaché, nous on peut s'auto-coacher. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ces mecs-là? Elles sont où leurs responsabilités? Parce qu'eux, ils sont encore honnêtes, ils ont encore leur contrat. C'est où leur... Parce que moi, je veux bien dire, nous, on ne veut pas être coaché. Maintenant, il faut aussi l'assumer. Le problème, c'est qu'au basket, et ça ne changera jamais, quand c'est la merde, c'est le coach qui saute. Donc Steve Nash aussi de dire, non, moi, avec les joueurs, c'est cool et tout. Je pense qu'il ne fonctionnera plus jamais comme ça et que quelque part, si les mecs, les prochaines équipes qui veulent peut-être fantasmer en se disant on met des superstars, on met pas de coach et on met juste un mec pour faire la maille avec qui il est proche parce que c'est une ancienne star, ça ne marche pas. Oui, bah, tu ça, parlais de d'accord, leur, c'est le constat de cet échec-là. Mais là, on n'était pas en train de discuter de ça. Oui, ça, on est tous d'accord. Hein. T'as raison. Et puis, on espère qu'il sera assistant pendant 5 ans. Et puis, dans 10 ans, il sera coach champion. C'est tout On le lui monde qu'on lui souhaite. mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que à la place de Steve Nash, on me propose ce poste-là. Franchement, faut être teubé pour pas dire oui. Ouais. Tu vas à fond, mon gars. Tu vas. Tu te casses les dents. Bon, bah, tu te casses les dents. Il mais- en ressort grandi en tout cas. Ouais, mais ça fait partie surtout des mecs orgueilleux, des mecs qui ont des idées, qui ont toujours connu le top du top. Genre, toi, tu vas dire, ah non, je suis pas prêt et tout. Frérot, j'y vais les 2 pieds et je vois ce qui se passe. Il aurait pu être meilleur, ça, j'ai aucun doute. Mais quand je me remets 2 ans en arrière, on était quand même tous plutôt excités d'imaginer clair. Steve Nash entraîneur. C'est clair. Bon. Et tu parlais de la responsabilité des joueurs. Quelle est leur responsabilité ou qu'est-ce qu'ils vont devoir assumer? C'est leur image. Hein, parce que là, ils mangent cher, hein, tous. Hein. Tu prends Ben KD, Simmons, Kyrie, bah ouais, KD, Kyrie, clairement, t'as raison. tout cela pour eux, c'est catastrophique. Ils se font tuer sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, lorsqu'ils auront fini leur contrat, je pense que ça va être compliqué. Ils prennent de l'âge. Pour Et Kyrie puis- surtout, parce que Ouais, KD, pour il est oui, tranquille. voilà, Il est tranquille. mais en tout Il a un cas, bon contrat. leur image, elle est, voilà, c'est compliqué. Et puis là, pour le coup, certains coachs qui ont un peu plus de prestance et qu'on va peut-être en discuter après. Mais voilà, coacher ces joueurs-là, tu sais que ça va pas être facile. Bon, on voit que c'est passionnant de parler des Nets. On va juste finir sur Steve Nash avec un tableau sur les 5 grands moments qu'il a connus avec les Nets. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. On commence avec donc, le trade d'Harden à Brooklyn. On va revenir dessus en détail parce que peut-être que vous avez oublié ce que lâchent les Nets à ce moment-là. Et quand on y repense aujourd'hui, ça peut faire mal au derrière. Durant mort en playoff, c'est vrai que quelque part, ils sont à 3 cm, 2 cm de sortir le futur champion en titre et peut-être que l'histoire aurait été différente. Kyrie Irving, Covid et gestion. Kyrie Irving est en train de se perdre un petit peu. Simons tradé à Brooklyn. Et ensuite, donc, le sweep l'année dernière en playoff où ils se font martyriser par les Celtics, même si on n'oublie pas que les 2 premiers matchs se jouent sur les dernières possessions. Revenons d'abord sur le trade d'Harden. Kyrie Irving
et Kevin Durant signent ensemble, ils voulaient jouer ensemble. Et DeAndre Jordan. Ils sont trois, hein. C'était pas donc non aux Knicks, oui aux Nets. Et regardez, tu t'arrêtes tout de suite. Et regardez ce que lâchent quelque part les Nets à ce moment-là. On se souvient qu'ils commencent Kyrie Irving, Kevin Durant, il y a Jarrett Allen qui est titulaire, il y a Caris LeVert qui est 6e homme, et cette équipe-là, le peu d'échantillons qu'elle a, on se dit waouh. C'est très très cool. Ça va pas durer. James Harden arrive et tous ces mecs-là qu'on voit notamment, je pense surtout aux 3 premiers, se barrent. Et à partir de là, les Nets ne vont jamais avoir la profondeur de banc qu'il faut pour peut-être espérer être champion. Est-ce que c'est pas là en ça déjà un premier virage très important? Si, c'est un énorme virage, bien sûr, parce qu'on a loué la gestion de Sean Marks sur les dernières années, D'Angelo Russell, Kenny Atkinson et tout, et ce projet qui les amène en play-off, et surtout une terre propice à la signature d'énormes free agents. On disait que c'était la meilleure situation de toute la NBA avec les Clippers à l'époque. On a tous été en fait choqués par l'arrivée de James Harden parce qu'on se demandait mais est-ce qu'ils en ont besoin? Ils ont déjà Kyrie et KD, ils ont de la profondeur, ils ont un grand, ils ont un truc. Et puis surtout, si tu prends un James Harden qui avait clairement envie de venir, on se souvient des dernières semaines, derniers mois, avec Philly, c'était très compliqué. Ils font une croix de ouf sur leur avenir. Tous les choix de draft et tout ça dans l'optique de gagner tout de suite maintenant. On va assembler l'équipe avec le plus de talent de l'histoire. Ça a donné une attaque extraordinaire. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est au rating la meilleure attaque de l'histoire de la NBA. Donc il faut s'en rendre compte. On se souvient des premiers matchs avec James Harden et Kyrie. C'était exceptionnel. Le problème, c'est qu'ils ont été blessés et qu'ils ont sacrifié leur avenir et leur jeu intérieur. Et quand tu n'as pas de jeu intérieur, tu n'as pas de défense. Donc c'est vrai que tu as raison, mais on n'aura jamais vu cette équipe au complet, à 100%, pendant des playoffs. Donc en vrai, c'est difficile de juger ce projet qui a finalement n'a duré qu'un an. Arthur, c'est manque de chance ou les yeux plus gros que le ventre en faisant venir Harden? Ouais, je pense que c'était dans les petits papiers. KD et Kyrie en parlaient entre eux. Ils avaient émis la volonté d'accueillir James Harden. James Harden ne se plaisait plus à Houston et ça a été fait, je crois, entre 3 ou 4 équipes. Je pense que voilà, c'est une nouvelle fois une ligue de joueurs. C'est eux qui ont émis le souhait de voir leurs potes et gagner ensemble, gagner avec leur vision des choses, avec cette toute puissance des joueurs. Et voilà, je pense que ça vient vraiment de ça. Et donc au final, est-ce que les Nets ont vraiment eu le choix? Ils ont toujours le choix parce que c'est eux qui passent les coups de téléphone, etc. Mais voilà. On est exactement dans le type de cas où les joueurs sont devenus plus importants que la franchise. Clairement. Ouais, Zlatan hier, alors dans le foot, a eu cette déclaration en disant par rapport à Mbappé et tout ça, et le fait qu'il espère, peut-être en restant à Paris, être plus grand que le club, mais Zlatan a dit, dans un moment de lucidité, en fait, il n'y a aucun joueur qui ne devient jamais plus grand qu'un club. Un club, ça reste, les fans restent, etc. Là, les Nets sont en train de vivre en ce moment une période où les stars sont plus importantes que l'organisation, que l'image de la franchise. C'est terrible, hein. Ça doit être terrible pour les fans des Nets, parce que Kyrie va sûrement se barrer à la fin de l'année ou avant, parce qu'il est en fin de contrat. Eux, ils seront toujours là, et tu vas juste détester un joueur qui, sur le papier, t'avait fait promettre, tu vois, l'idée d'être un jour. T'as fait rêver. C'est clair. Donc voilà, t'as raison. Ligue de joueurs et des joueurs plus importants qu'une franchise. L'ère Steve Nash, c'est terminé. Va falloir se pencher, trouver peut-être un nouveau coach. En attendant, c'est Jack Vaughn, qu'on connaît, l'ancien joueur, qui avait coaché dans la bulle. D'ailleurs, les Nets, c'est avec des résultats plutôt pas mal, qui pour l'instant fait l'intérim. On a vu que Kevin Durant a dit que Jack Vaughn sera un jour au coach. En tout cas, ce n'est pas le projet et les rumeurs qui se font côté Nets, puisque la rumeur Ime Udoka est de plus en plus d'actualité. Donc le coach actuel, je ne sais même pas comment dire, des Boston Celtics. Donc oui, un meneur d'hommes, un coach défensif, ça ne va pas leur faire de mal. Et les résultats immédiats avec Boston, on sait qu'il va falloir, pour les Nets, certaines questions que je vous poserai un petit peu plus tard, trouver très vite une solution pour essayer de se relancer. Ime Udoka, est-ce que c'est une bonne idée? Je te le demande à toi, mais tu m'as répondu hier, dans Clutch, sur Winamax. Oui. Moi, en tout cas, c'est mon choix numéro 1 au vu de ce qu'il s'est passé la saison dernière du côté de Boston, hein, évidemment. Un coach défensif, un coach proche des joueurs, un coach meneur d'hommes et un coach qui a réussi très rapidement à avoir des résultats. C'est exactement ce qu'on va demander au futur coach des Nets. C'est qu'il arrive à renouer le contact avec une équipe qui se désunit complètement, à arriver à mettre en place une défense que Steve Nash n'a jamais réussi à faire. Alors, à faire, parce que je pense, quoi qu'il arrive, que cette équipe n'est pas faite pour défendre. Ça, c'est un autre débat sur lequel on pourra aller. Mais en tout cas, Udoka a prouvé combien c'était un super coach défensif l'année dernière et combien il arrivait à galvaniser ses troupes. Donc, pour moi, c'est la meilleure solution. Il y a peut-être d'autres noms qu'on pourrait mettre à côté. Mais je pense que quand je vois l'étendue des coachs disponibles, il est
le meilleur, en tout cas le meilleur profil. Ok. Parce que le problème, c'est qu'il y a la suspension du côté des Celtics. Donc, si je pense vraiment terrain, si je pense sportif, si je pense profil, Udoka est le meilleur pour le job. Erwan. Arthur, Arthur pour ou contre l'adultère du coup avec Emi Udoka. Non, Emi Udoka, donc du coup, meilleur coach sur le marché pour toi? Oui et non. Ah, désolé pour la réponse Normand. On est là pour ça. Non, oui, effectivement, sur le profil, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Thomas. Voilà, c'est un meneur d'hommes. Il connaît déjà, il est passé par la maison. On se rappelle des frasques. Assistant, quand tu dis qu'il est passé à la maison. Ouais, excuse-moi, il était assistant. Il connaît bien les joueurs. En plus, c'était quoi? C'était il y a 2 ans, donc voilà, il connaît bien. Après, voilà, c'est une équipe où il y a des dramas incroyable autour de la franchise et c'est quelque chose sur lequel on n'était pas habitué ces dernières années et avec son histoire et même de manière contractuelle, je ne sais pas du tout si vous en savez plus que moi, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être possible et si ça l'est, apparemment le Boston ne le retiendrait pas. Mais du coup ça veut dire qu'il est sous contrat actuellement sur Boston. Là il est suspendu, donc j'imagine suspendu c'est que tu ne prends plus ton cash déjà, en tout cas c'est ce que je comprends, alors, pendant 1 an, mais l'idée c'est qu'il le libérerait même sans contrepartie financière. Ok, alors donc il est libre quoi. Aussi avec les tendances actuelles, il faudrait voir si la NBA va pas mettre son nez dedans pour peut-être éventuellement intervenir. En tout cas, si ça se fait, ouais, ça va être une bonne chose sur le plan sportif. Je pense qu'effectivement, c'est un gars comme ça qui peut les faire défendre parce qu'on va pas me faire croire que une équipe qui est dernière au rating défensif, même si c'est pas les meilleurs défenseurs intrinsèquement, il y a aussi de la volonté. T'es pas dernier. Tu vois là, c'est qu'il y a un clair manque d'envie. Après, est-ce que aujourd'hui l'équipe des Nets a besoin de plus de drama, a besoin d'avoir des gens qui vont les siffler dans les tribunes? Est-ce qu'ils ont besoin de tout ça? Je sais pas. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose avec Emi Udoka. Côté sportif, évidemment qu'on est convaincu par le fit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'Emi Udoka, on parle plus de ce qui s'est passé cet été et on a quasiment pas oublié, mais en tout cas, c'est pas la première chose qui nous vient en tête. Si on tape Emi Udoka sur Google, on va voir non, mais on va voir le problème. On va voir que c'est un mec qui a trompé sa meuf avec une membre du staff des Celtics, tout ça. Et on va pas dire que c'est un coach qui a réussi à mettre une vraie empreinte défensive à une équipe qui l'a emmené en finale NBA. Et c'est tout le problème actuel autour d'Emi Udoka. Et quand on tape, on peut pas mettre ça de côté quelque part. Non, on peut pas. Je sais pas, on peut pas. Si, on peut. Il y a des gens. Si les Nets le prennent, c'est qu'ils le mettent de côté, ça. En tout cas, dans la réflexion, t'es obligé de. J'en sais rien. Moi, je suis pas dans le front office d'une équipe NBA. Moi, en tout cas, si je devais décider et si j'étais donc décisionnaire, je me poserais la vraie question de faire la part des choses. C'est une vraie question philosophique. Tu vois, que tu dois te poser en tant que front office. Est-ce que tu vas vraiment sur le meilleur disponible? Parce que je crois que c'est le meilleur disponible. Il y a Quinn Snyder qui est à côté, mais je pense vraiment qu'Emi Udoka est le meilleur disponible. Est-ce que tu peux faire comme s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires? Si l'enquête va au bout côté Celtics, enfin, elle devrait aller au bout, et que ce qui sort, c'est que c'est, je mets des grands guillemets, juste de l'adultère, mais qu'il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de truc cata derrière. Bon, bah, tu as le droit aussi de dire, bon, bah, pour nous, franchement, ça va. Ça passe et on va le prendre comme ça. Oui, on va prendre le risque de se faire siffler. Oui, la NBA va peut-être venir nous casser les noisettes. Oui, peut-être que les médias... Mais si tu gagnes 5 matchs d'affilée, vous connaissez comme ça se passe, mon gars. Et puis, personne n'en parle. Et puis après, peut-être qu'il va se dire... Je suis Emi Udoka, j'ai toute cette pression négative, ce buzz négatif, je vais absorber tout ça et vous les joueurs, je vais peut-être vous libérer. Voilà. Après, on parlait de ce qu'il a fait à Boston. Est-ce que les profils de superstars que sont Jaylen Brown et sont Marcus Smart et Jason Tatum, est-ce que c'est les mêmes profils? C'est pas autant des superstars que Kyrie et que KD. Est-ce que le message va passer de la même manière? C'est des questions auxquelles aujourd'hui j'ai pas de réponse, j'ai aucune certitude et il va falloir qu'on puisse voir une fois que ça sera fait si c'est acté. Même le profil d'équipe, il y a un truc qui est important, c'est que la défense de Boston qui est exceptionnelle, c'est une défense qui change surtout. Vous connaissez l'équipe, je ne veux pas vous la refaire. C'est exactement ce dont besoin les Nets. C'est-à-dire, ils ont beaucoup d'ailiers, beaucoup d'arrière et un secteur intérieur très faible, même si Nick Claxton est plutôt bon. Et donc, ils ont besoin de changer surtout. Donc, ils sont capables de le faire. Ils n'ont pas leur force, ils n'ont pas Robert Williams. Donc, ce ne sera jamais une équipe défensive au niveau de celle des Celtics. Mais là, on n'est pas là. On va pas leur demander les Pistons des années 90. On va leur demander d'arrêter d'être 30e. Voilà, exactement. L'année dernière, c'était 19e. Donc, c'était pas ouf, mais bon, ils étaient 19e, quoi. C'était toujours ça de prix. Bien sûr, t'as raison, mais le problème du profil de l'équipe, c'est que même si Udoka il déboule, bon bah l'équipe elle sera jamais top niveau. Et pour être a priori championne, et c'est ce qu'ils veulent, non, quand t'as KD et Kyrie dans une équipe, et Ben Simmons, il faut défendre. Et pour l'instant, j'ai jamais vu cette équipe défendre. Donc il y a quand même un chantier qui est énorme. Oui, énorme. Il est pas magicien, Udoka. Non, il n'est pas magicien. Enfin, lui ou un autre, d'ailleurs. Ce soir, il est pas magicien. Je crois que Gérard Majax ne coache plus, d'ailleurs. En tout cas, si Emi Udoka déboule du côté des Nets, il y a un de ses anciens joueurs,
qui aurait bien mal au cul. C'est Marcus Smart qui a fait cette déclaration. Ah ouais. Le nom d'Ime Udoka a été calomnié, massacré, il ne coachera probablement plus jamais. Et quelques mois plus tard, il va potentiellement devenir le coach de l'un de nos plus grands rivaux. C'est dur à encaisser, ça n'a aucun sens. Et honnêtement, on peut le comprendre. Du prisme du joueur Marcus Smart, on peut clairement le comprendre. Ça fout la haine, hein. Même à notre petit niveau, ça fout la haine. Alors imagine à leur niveau, etc. Sachant que j'imagine, enfin, on sait toujours pas ce qui s'est passé, mais les joueurs entre eux ont sûrement dû protéger ou tu vois avoir de l'empathie pour lui, pour un gars qui les a amenés loin l'année dernière. S'il se barre du côté des Nets chez les rivaux, il y a moyen qu'il se check plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'il se retrouve en play-off. Ouais, qu'il se retrouve en play-off, ce serait incroyable. Et on connaît les histoires, on pense à Ray Allen, tous les mecs qui vont chez les rivaux là. Après, il y a du temps en général avant que ça se rabiboche. Mais on peut comprendre complètement la position de Marcus Smart, il a raison. On a l'avis de Marcus Smart, on a l'avis aussi de vous. On a posé la question sur Twitter, on a sorti 3 commentaires Twitter de Unote92. GG, autant pour moi. Le problème est que les problèmes vont bien au-delà du basket. Sans stabilité, il n'arrive à rien, ça n'existe pas. Surtout sur 6 mois. Kyrie a dans sa tête le monde contre lui, c'est trop dur. Le platiste et le cupcake ont ruiné un projet 5 étoiles. Adieu et surtout pas merci. Bon, c'est un peu à charge. On peut pourquoi pas l'entendre. Alexis Breton, 41, fan de Dirk, on imagine. Sur le papier, cela pourrait être le cas, mais avec Durant et surtout la girouette Irving, il charge. Hein. C'est un piège d'y aller pour lui. Les deux sont bien loin de l'état d'esprit de Brown et Tatum à Boston, sans parler du cas Ben Simmons. Peu simple à gérer et en manque criant d'intérieur. Ça se tient. Tu vois, là, les commentaires, ils sont à charge contre les joueurs. Et tu vois, ils le payent, les joueurs. Et je pense que ça, c'est partout. Alors là, il y a un petit peu du oui, du positif. Sportivement, ça tient la route. Il est capable de mettre du lien entre les joueurs et les driver dans la bonne direction. Le switch de Boston l'an dernier l'a montré. En revanche, c'est la NBA qui pourrait monter au créneau pour une question éthique suite à son affaire. Thomas, ça rejoint exactement ce que tu disais. Merci pour vos commentaires. On vous demande chaque semaine, bien sûr, le mercredi soir, une question autour du débat. Et ensuite, on vous met dans l'émission. Toujours intéressant d'avoir vos avis. En vrai, ils ont raison. On l'a un peu effleuré maintenant, mais je pense qu'il faut qu'on le dise. Les problèmes des Nets sont tellement profonds aujourd'hui. On n'a pas arrêté de dire drama. Parfois, c'est clairement surfait. Mais ces grosses franchises-là, dans les énormes marchés, vivent des drôles de moments. Je pense aux Lakers, ça va mieux, ils ont gagné 2 matchs d'affilée. Mais quand il y a un petit pépin dans une équipe, un petit rouage qui va moins bien, je pense à Westbrook, je pense à Kyrie pour des problèmes totalement différents. C'est tellement amplifié par la masse de fans qui suivent, les mecs qui aiment pas, les réseaux sociaux et tout ça, que le prochain coach, quel qu'il soit, quand il va arriver, c'est pas genre juste « bon les gars, on va jouer au basket et ça va se passer, il faut se mettre dans la bulle et tout ». Il y a ça, mais il y a aussi gérer des mecs chelous, on peut le dire aussi. Hein. Kyrie, donc, après, on a tous suivi évidemment ces dernières affaires d'antisémitisme, etc., a eu une déclaration hier et va donc faire un don de $500 000 à une asso, à une ONG qui lutte contre l'antisémitisme. C'est le minimum. Hein. Cette étiquette d'antisémite qu'on me colle n'est pas justifiée. Je suis conscient de l'impact négatif de mon message sur la communauté juive et j'en prends la responsabilité. C'est aller très très loin cette histoire. On l'a tous vu à photo et pendant le match. Des Nets et l'altercation avec le journaliste. Alors d'abord l'altercation avec le journaliste, puis ensuite le courtside avec le t-shirt qu'on a tous vu, les tweets de Joe Tsai, le propriétaire. Ça se termine sur cette déclaration et ce don de Kyrie Irving. Donc j'ai envie de te dire que ça se termine bien, parce que la question qu'on se posait entre nous, c'est mon gars, ils vont peut-être le suspendre là. Comment ça va tellement loin. Je pensais que ça allait très très mal finir. Alors. Il fait un pas, et tant mieux. Tant mieux pour le basket. Tant mieux pour le basket, pour calmer un petit peu les choses. J'espère vraiment qu'on va mettre ça sur de la maladresse. Mais c'est vrai que Kyrie Irving, aujourd'hui, on parle de tout sauf de basket quand on parle de Kyrie Irving. Et lui-même parle de tout sauf de basket. Ouais, ça a commencé déjà depuis un petit moment. Alors après, il y a toujours un espèce de, avec la théorie de la Terre plate, tout le monde attend chacune de ces déclarations au tournant. Mais effectivement, on a compris qu'avec le Covid, avec l'affaire George Floyd, il était sorti un petit peu de la sphère basket, qu'il n'était pas concentré que sur ça. Aujourd'hui, si les Nets veulent aller loin, il va falloir qu'ils se remettent dedans à fond. Parce que gagner un titre, on le voit chaque année avec les déclarations des joueurs, les déclarations du staff, c'est une concentration et un état d'esprit qui est entièrement focus sur ça. S'ils veulent aller loin, il va devoir s'écarter. Il a sorti l'un de ses pires matchs en carrière face aux Bulls. Le match après
Si c'était le pire, hein, honnêtement, c'est le pire. Nash, sur 12, C'est la première fois qu'il joue plus de 30 minutes, qu'il met un seul panier dans un match, ça lui était jamais arrivé. En général, quand il avait fait des matchs à 0 points, rookie et tout ça, mais c'est quand il joue 11 minutes, tu vois, il est blessé, enfin, c'est une blessure qui le sort du match. Là, il fait un match complet, il rate des trucs à lui et tout. On peut pas me faire croire que ça n'a pas eu un impact sur lui et ses performances. Tu vois, tu dis, pour aller au bout, il va falloir qu'il se reconcentre. Est-ce qu'il en est capable? Moi, je dis non, hein. On a fait le petit jeu de qui sera le fiasco de l'année. Pour moi, c'est les Nets. Je ne les imagine pas être capables, tous, front office, Sean Marks qui est sur la sellette, le nouveau coach qui va arriver, les stars, les role-players, du renfort à l'intérieur. Il faudrait quand même que tout se remette comme ça sur le droit chemin pour imaginer être un contender. Parce que là, ils en sont très très loin. T'anticipes ma dernière question autour des Nets. Excuse-moi, Erwan. Non, c'est pas grave, je t'en prie. Je vais y répondre alors. Peuvent-ils sauver la saison? Tu viens de dire que non, Arthur. Moi, je pense qu'ils peuvent. Je pense qu'il y a un tel talent dans cette équipe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui est toute jeune. Il n'y a que 7 matchs. Ben Simmons revient de 18 mois sans jouer. Ils ont un banc quand Curry va revenir. Ils ont des assets. Ils ont les moyens de changer encore l'effectif. Je ne parle pas de Kyrie ou de KD. Je parle de Ben Simmons, les Curry qui ont une grosse valeur sur le marché. Joe Harris, qui sont capables de changer. Ils ont, comment il s'appelle, qui avait fait une super bulle à Indiana. TJ Warren. 2 ans, quoi. Ouais, effectivement. Mais Roy Solin qui est pas mal et qui est beaucoup dans l'agressivité. Watanabe qui avec sa patte gauche qui met des paniers. Moi, je trouve qu'ils ont des assets. Si l'effectif est tel quel, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils ont de quoi changer. Essayer de trouver un pivot défensif, rim runner qui a un meilleur pourcentage de lancer franc que Claxton pour les playoffs. Mais si cette équipe arrive à se reconcentrer, à se qualifier en playoff, même sur le 6e, 7e spot, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Je sais que vous allez me dire que l'année dernière, ça ne s'est pas passé, mais je n'imagine pas KD et Kyrie faire des playoffs où ils sont à 0-4 et où ils ratent complètement leur match. Moi, tu as raison d'être positif. Hein. Moi, je suis optimiste. Les dernières années, on prouvait que c'est fini, ça ne marche plus comme ça. Exactement. Moi, j'en suis revenu, j'y ai cru comme toi. Moi, le fait que talent, s'il y a talent, mais il n'y a que ça suffit pas. Ça marche pour les Lakers et les Nets, c'est pareil. Voilà, ça ne suffit pas, clairement. Et pourtant, on va voir les stats de KD cette saison. Il est monstrueux, mais ça ne suffit pas. S'il n'y a pas un projet collectif, s'il n'y a pas un coach, s'il n'y a pas un langage commun pour tout le monde, ça ne marche pas. En face, la concurrence est trop en avance. Je suis complètement d'accord avec toi et on a tous envie de voir une équipe qui va au bout avec un collectif, avec une synergie entre les joueurs. Mais est-ce que tu vois vraiment KD rater les 4 matchs d'affilée de playoff jusqu'au moment où ça arrivera. Attends. Et LeBron n'a pas fait le playoff l'année dernière. D'accord. Les 4 matchs de playoff, là, gros, ils en sont à essayer d'être à l'équilibre d'ici Noël. Et peut-être aller jouer un play-in. Moi, j'en suis là pour les Nets. Tu m'as mangé ma dernière question, du coup, j'en pose une autre. Est-ce que les Nets ne devraient peut-être pas tout casser complètement? Ils ont Ben Simmons, ça, en tout cas. Non, mais tout casser, ça veut pas dire... mais transférer les mecs. Transférer des mecs, repenser un projet, parce qu'il y en a un... Steve Nash a été viré, mais il y a Sean Marks qui a sa tête sur le bio. Je pense qu'il est sur la guillotine, les mecs, ils n'ont plus qu'à lâcher la corde. Donc lui, il va falloir aussi qu'il fasse des moves, ou pour remettre les Nets cette année sur la route d'un titre, on vient de dire, on a des avis différents là-dessus, ou remettre les Nets sur une reconstruction à moyen terme avec un projet qui tient la route. Mais l'entre-deux n'existe pas. Je pense qu'avec les assets qu'ils ont, ils sont à un transfert et à un nouveau coach de pouvoir être hyper compétitif. C'est énorme. C'est énorme, mais ils ont les assets pour faire les... Tu m'aurais dit une équipe qui a plus d'argent, qui a des contrats galères, etc. Là, ils ont la possibilité. Donc... écoute, moi je... Non mais moi, en tout cas, en premier lieu, évidemment, il ne faut pas bazarder la saison. Évidemment, il faut transférer des mecs pour aller chercher un grand. On voit Jacob Poeltl en ce moment qui est super bon. C'est tout à fait ce qu'il faudrait à ce genre d'équipe. Tu vois, mais vraiment, sans pas profil star et tout, mais un mec qui est vraiment là pour le collectif, qui va prendre des rebonds, qui va se battre, qui va défendre et tout ça. C'est ce qu'il leur faut à l'intérieur, c'est évident. Ils sont à un trade d'être une équipe qui peut aller en playoff. Ils sont pas à un trade d'une équipe qui peut être championne. C'est une énorme différence. Et si la saison se passe mal, évidemment qu'il faudra tout péter. On rappelle Kyrie est en fin de contrat, ils ne l'ont pas prolongé l'année dernière. Pour moi, il y a 95% de chances que Kyrie soit plus un net l'année prochaine. Donc, on sera déjà dans une phase d'après, parce que si Kyrie part, pour moi, KD devrait aussi suivre. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez confiance en Sean Marks pour travailler sur tout ça? Est-ce que vous avez confiance? En 2 ans, ce mec-là est passé de génie à un GM qui a deux doigts de se faire cut parce que sa vision a complètement foiré. Il est responsable de ça aussi. Je pense qu'il n'a pas mis son pote, comme il dit, on est proche avec Steve Nash, on s'est dit des choses. Je pense qu'il n'a pas mis son pote dans les meilleures conditions. Et je pense que quand tu es un GM et que j'en reviens à ce que je disais aussi de Nash qui a accepté staff, mais la vision de Sean Marks,
d'abord d'attirer Kyrie et KD, ça c'est un coup de maître, mais derrière de tout leur laisser et de faire ce qu'il a fait et d'avoir autant de mouvements de joueurs depuis 2 ans, il est clairement responsable aussi. Il fait partie du dilemme, mais après, moi, franchement, il a réussi les Nets, là, hormis le coup de maître, ce qu'il a réussi à faire, le modelage avec Harden, c'était voilà. Le fait de renvoyer Harden après Philadelphie contre de super assets, moi je trouve que lui, son taf pour en moi, lui-même, il profite d'une bien. situation avec Harden. Il a de la chance que Ben Simmons a Philly, ça se passe très mal en ce moment. Et puis, ok. Il arrive à faire des trades, il arrive à attirer des mecs. Mais un bon GM, c'est certes attirer du monde, voir les meilleurs, ce qu'il sait faire. Mais un GM, c'est surtout un mec qui doit faire gagner ton équipe. Et pour l'instant, il en est très loin avec les Nets. Et on rappelle que quand il y a Kenny Atkinson, qu'il y a D'Angelo Russell, ils ont une bête d'équipe, il y a une reconstruction. Tout ça, il laisse pas aller au bout. Il les démonte. Il fait venir un truc avec une vision sur les méga superstars. Moi, un GM, il doit te faire gagner un titre. Il ne doit pas juste le faire attirer des mégastars. Il n'est pas gagné avec Caris LeVert et D'Angelo Russell et Jarrett Allen, ça on en est sûr aussi. Certes, voilà. Mais... gros, c'est les Nets, hein. C'est Brooklyn. Marché, espoir, changement de propriété entre-temps. Mais gros, on envoie la patate. Mais dans ce cas-là, quand tu as un GM... Oui, mais les gros marchés, c'est les yeux plus gros que le ventre. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu gardes Caris LeVert en 6e, mais que tu as Jarrett Allen et que tu as Kyrie Irving et Kevin Durant, ton équipe, elle n'est pas déjà calibrée pour les gagner. À bout d'un moment... Ouais, mais bon, d'un autre côté, on pourrait dire on aime les mecs qui tentent les choses. Ils ont tenté un truc de ouf. Moi, j'aime Cleveland qui tente Donovan Mitchell. J'aime les Wolves qui tentent Rudy Gobert. C'est des petits marchés, ça compte pas. Je te jure, on n'est pas du tout dans le même truc. Vraiment, mais là, c'est pas le même métier. Donc, son métier, en fait, c'est d'attirer des stars et de faire en sorte... Et d'avoir la meilleure équipe possible. Ils ont réussi d'avoir la meilleure équipe possible, ça, j'ai pas de doute. Les meilleurs joueurs possibles, ils ont réussi d'avoir. Regarde, quand il arrive, regarde l'équipe de maintenant, on peut dire qu'il est une bien meilleure équipe. On a fait très long sur les Nets. Ouais, mais on s'est régalé. Polo, il ne peut pas être content. Vous avez été brillant. Polo va évidemment gueuler. D'ailleurs, Polo, vous le retrouvez sur ce débat, sur la petite capsule de nos réseaux sociaux. C'est What's Up Polo, en featuring avec Caruso. Générique exceptionnel de très lourd, très lourd. C'est pas mal, ce nouveau truc de Polo, là, qui vous pose une question sur ce débat. Il donne son avis, il dit s'il est d'accord avec ce qu'on a dit ou pas. Et puis derrière, il vous pose une question pour finir. C'est très cool, cette nouvelle petite séquence. Il y a même Steph qui nous a félicité. Et ça, quand Steph nous félicite, c'est que c'est vraiment très bien. C'est que c'est vraiment très bien. Steph, on t'embrasse. C'est le moment de notre nouvelle séquence. La semaine dernière, vous avez kiffé la palette sur Zion. Eh ben, cette semaine, on va aller voir Shai Gilgeous-Alexander. C'est la palette à Toto. Évidemment qu'on ne va pas garder le nom, la palette à Toto. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme d'habitude? On va vous demander vos avis. Donnez-nous un nom de séquence pour cette palette. Thomas, c'est à toi. On n'est pas du tout obligé que ce soit autour de moi. C'est autour de First Team. Palette à Toto ou palette à Erwan. C'est pareil. Bref, alors aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui performe de ouf. On a parlé de Luka aujourd'hui. On a parlé de Devin Booker. On a parlé de Kevin Durant. Un joueur à plus de 30 points. Mais il y a un autre joueur qui ne cesse de progresser et qui est lui aussi à plus de 30 points. C'est Shai Gilgeous-Alexander, leader de OKC, et OKC, le Thunder, qui gagne des matchs plus qu'il n'en faut. Cette équipe à qui on promet toujours les bas-fonds, eh bien, taf. Shai est un joueur particulier. On le connaît depuis sa saison rookie côté Clippers, puis avec OKC. On sait que c'est un joueur talentueux, balle en main, assez rapide, bon au lay-up. Pas très fort sur le shoot extérieur, mais c'est pas grave puisque on va voir en parler tout de suite quelle est sa force. Sa force, c'est le mid-range. Regardez ça. Plus que le mid-range, c'est le tir à 3-4 mètres. Shai est un joueur donc très rapide, imbattable, enfin instoppable en 1 contre 1. On regarde une action très simple. Là, c'était contre Orlando. On va jouer le pick and roll tête de raquette. On voit le spacing autour. On a de l'espace. Un petit écran par-ci par-là. Ça change le switch. Eh oui, le switch qu'on voit dans toutes les équipes NBA, dans toutes les défenses. Ça va donner à notre ami Shai un beau couloir sur Jalen Suggs pour pénétrer, même pas un quart de terrain, vraiment on lui laisse ce couloir-là, il va accélérer main gauche, et Shai est un joueur différent en ça, puisque lorsqu'il voit les aides arriver, il n'y a pas vraiment une passe à gauche, même s'il aurait pu la faire, il va se lever, et ce petit jumper à 3-4 mètres qui est tout à fait létal. On revoit cette action. Shai est un joueur, Erwan, tout à fait unique en ça, en son genre, avec ce tir à 4 mètres plus qu'à mi-distance. Sur sa lecture de 1 contre 1, il est incroyable. C'est cette manière qu'il a de réussir à créer un espace et d'aller dans des zones à lui. Alors, c'est des tirs compliqués qu'il met, mais il a cette capacité exceptionnelle, je trouve, des joueurs de haut niveau, de savoir, je vais dans cette zone qui est ma zone de confort. Et là-dessus, je vais lire ce qui se passe. Donc, je vais dans une zone de confort et derrière, lecture, plus, c'est tout ce qu'on aime. Deuxième action, et on va parler à Arthur maintenant, parce que là, on l'a vu on-ball, donc il était avec la balle. Là, on va le jouer off-ball. Il prend
un petit écran et exactement pareil, 2 petits dribbles pour se replacer, ça va lui permettre de déclencher à mi-distance. On voit la sortie d'écran, donc de Shai, puisqu'il a les 2 capacités en lui, le petit écran. Il va faire ce petit cœur là, la défense est obligée. C'est Luka là qu'on voit en rouge, obligé de faire un choix ou un non-choix. Regarde, Luka est un peu aux fraises, hein, Luka n'est pas le meilleur défenseur du monde. Il y a une petite passe à faire à l'intérieur. C'est Finney-Smith qui vient finir là. Et il y a... Pourquoi tu me parles de Finney-Smith ? Parce que c'est lui qui vient défendre alors que c'est Luka qui est sur Un peu le tard. switch. Ouais, moi je pensais à Luka qui est devant lui. Regarde, c'est Luka qui défend sur lui et qui finalement va prendre un museau. Et Finney-Smith le suivait dans le curl, il ne pouvait pas défendre. Donc ça c'est plutôt du off-ball, un truc que tu adores ça, mon cher Arthur. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce petit tir à mi-distance de notre ami Shai ? Non, bah écoute, c'est intéressant parce que c'est pas une zone sur laquelle on est habitué à voir les meneurs de jeu, c'est-à-dire dans l'axe panier-panier, il la récupère sur une sortie. Et puis surtout là où on voit qu'il est très fort, c'est qu'il attend la lecture du défenseur, en l'occurrence Luka, pour voir ce qu'il va faire. Et il arrive à garder Finney-Smith dans son dos en se plaçant devant lui avant de pouvoir prendre le tir. Donc voilà, bravo à lui. Et puis s'il arrive à développer sa palette, il va être encore plus fort. Il a cette qualité de pouvoir aller fort et vite au panier, de pouvoir prendre des tirs, parce que c'est vrai qu'il n'a pas un super bon pourcentage, mais des fois il se prend la tête en prenant des tirs à 3 points assez compliqués, donc c'est normal que le pourcentage soit pas top. En tout cas, plus sa palette sera importante, plus il va pouvoir s'éclater et emmener son équipe le plus loin possible. Quelques stats, regarde, il a 31 points, presque 5 rebonds, presque 7 passes, et c'est évidemment que des carrières high. Autre stat, parce qu'on parle ce qu'on peut dire, c'est que c'est relou, ces tirs-là. C'est les tirs les plus durs, parce que tu as le mid-range, mais à 4-5 mètres, tu as le tir à 3 points. Ça dépend pour qui, c'est toujours pareil. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire ? Lui, en fait, c'est son tir. Pour la plupart des move. basketteurs, quand tu tires, tu sais, ces zones un peu bâtardes à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, tu sais pas si tu fais un flotteur. En plus, moi, à mon époque, il n'y avait pas le flotteur, donc c'était encore plus relou. Et du coup, je trouve que lui, là-dessus, il maîtrise ça parfaitement, et pas qu'avec des flotteurs. Il prend des jump shoots à 2 mètres. Et ça, c'est pas simple. Regardons un peu comment ça se concrétise un peu dans les stats pour lui et ses pourcentages au tir. 83% de ses tirs tentés sont à 2 points. Donc il va complètement... Pas complètement. Il va au contraire de la NBA et de Steph Curry qui tire énormément à 3 points. 17% de ses tirs à 2 points sont assistés. Donc c'est très très peu. C'est un joueur de 1 contre 1. C'est un joueur qui va dribbler. On rappelle que pour valider une passe, normalement c'est 2 dribbles max. Il faut que le joueur qui reçoit la balle avant de marquer ne fasse que 2 dribbles. Et enfin, c'est 7 tirs tentés à 5 mètres ou moins. C'est le numéro 2 de la NBA. Le premier c'est Zion, qui n'est pas du tout dans le même profil, mais il est avec des joueurs comme Giannis. Luka aussi est très fort pour ça. On le voit, hein, le nombre de layups et le nombre de tirs dans la raquette, mais pas dans la zone pour prendre les charges. Dernier petit truc pour notre ami, c'est qu'il est bon passeur. Eh oui, c'est un meneur de jeu, tu l'as dit, même s'il est capable de jouer 2, il est capable avec cette palette, vous allez le voir, de trouver des bonnes passes, notre ami Shai Gilgeous-Alexander. On regarde, balle sur le côté droit là-bas, il va refuser, vous allez voir son écran, et faire cette passe qui paraît toute simple. C'est plus simple parce que c'est lui, hein. Sinon, c'est difficile. On regarde, il est donc off-ball une nouvelle fois. Il y a un petit système. On va le chercher à l'opposé, le pick and roll. Il va choisir de refuser du coup ce pick. C'est Luka qui défend et ça a son importance dans ces moments-là. Quand Luka défend, il faut toujours le cibler. Ça va demander une aide de Dorian Finney-Smith. Non, c'est Tim Hardaway Jr., ça, je crois. Tim Hardaway Jr. plutôt. Et là, il a le choix, puisque 3 joueurs sont sur lui. Reggie Bullock tout en haut à droite. On ne sait pas ce qu'il fait là. Il suit n'importe comment. Reggie Bullock, on ne sait pas ce qu'il prend. Ah, regarde, c'est pas ce qu'il fout. Pas bonne défense de Reggie. Et là, il a 3 passes possibles. Ligne de fond à 3 points. Et il va choisir dans le cœur de la raquette pour une petite passe à terre et un énorme Thomas. Et oui, il a du QI basket. Shai aussi. Pas beaucoup de tirs à 3 points, mais du drive, du mi-distance et donc des petites passes D. Ça donne 7 passes par match pour une équipe qui fait beaucoup de passes décisives. Ouais, et ça donne un bilan de 4 victoires pour 3 défaites. Le Thunder est 8e de la conférence Ouest. Mais au-delà des prestations individuelles de Shai Gilgeous-Alexander, on a l'impression que cette équipe, cette année, on sait qu'il y a un projet de reconstruction qui, pour moi, traîne un peu les saisons dernières. Mais cette année, on a l'impression que cette équipe joue bien au basket, finalement, et que ce n'est pas juste mettre des gamins sur un terrain. Il y a des jeunes sur un terrain. D'ailleurs, ils jouent comme une équipe de jeunes. Hein. On les voit énormément de relances. Mais c'est une équipe qui joue bien au basket et qui est très agréable à regarder. Ouais, c'est clair. Et puis, Shai est l'homme qui change tout. Bien sûr, c'est un gars qui utilise beaucoup la balle. Son pourcentage d'usage est à 33. Juste pour comparer, Luka est à 40. 40, c'est vraiment... ça n'a aucun sens. C'est Russell Westbrook en triple-double. Ouais. Voilà. Mais 33, c'est le très, 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 très haut niveau. Et quand on voit ses pourcentages, quand on voit son efficacité, évidemment qu'il change tout. C'est aussi lui, lorsqu'il est sur le banc ou sur le terrain, qui a un des plus gros différentiels pour son équipe. Bon, bah voilà. Après, le but pour Shai et pour le Thunder, c'est pas de gagner des matchs.
Donc gagner des matchs au début, c'est cool, mais le but quand même de ce projet, c'est de récupérer un maximum d'assets en attendant Shuttlegram. Voilà, Shuttlegram qui est blessé parce que c'est vrai que c'est une équipe atypique. Leur pivot, c'est Poku qui peut monter la balle, qui monte la balle par moment. Ce qui est incroyable, Arthur, avec cette équipe-là, c'est qu'on a l'impression d'avoir une équipe un petit peu espoir dans les formes de jeu, dans le style. C'est que tout le monde court. Il y a une relance incroyable défensivement. Pareil, je trouve que c'est plutôt cohérent. Et c'est une équipe où peu importe les mecs qui rentrent, il y a une intensité permanente et une agressivité en attaque. À part Shai, il y a très peu de mecs qui dribblent plus de 3 fois quand ils ont la balle. C'est toujours agressif, drive and kick ou pour aller au cercle. Ouais, complètement. C'est une équipe avec beaucoup de jeunes. Après, les équipes qui sont en Cannes, qui mettent de l'intensité, voilà, ça m'étonne pas qu'ils puissent entre guillemets surperformer sur un début de saison. À voir est-ce que ça va tenir au fur et à mesure de l'année. Après, c'est vrai que sur ces dernières années, c'est pas forcément une équipe qu'on a tous beaucoup regardé par rapport au fait que voilà, il y ait beaucoup de jeunes. Les stars ont souvent été blessés. Shai, l'année dernière, Guidi a beaucoup été blessé, même s'il fait une formidable saison. Là où il va falloir faire attention maintenant, c'est est-ce qu'il va avoir la patience d'attendre encore 2-3 ans, sachant qu'il vient de rentrer dans son contrat, ou peut-être c'est sa deuxième année, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il va avoir la patience de terminer à chaque fois au fin fond du classement? Et là, on va se retourner vers Sam Presti, voir ce qu'il va faire de tous les assets et des millions de picks de draft qu'il a. Moi je me pose la question, est-ce que ce gars-là va avoir envie d'attendre encore des années et des années avant d'avoir une équipe performante? En tout cas, lui, il vise clairement le All-Star Game. Avec ce type de stats, s'il continue à jouer des matchs, parce que c'est important, tu as raison de le dire, on lui souhaite d'aller au Star Game. Dernier petit mot, notre petit français Ousmane Dieng, qui a mis 8 points au dernier match contre les Mavs. Il était très bien. Ouais, tout à fait. Il a saisi sa chance, qui était rentré dans l'équipe, avec l'équipe contre les Mavs, il n'avait pas joué, et là il a été très bon face à Orlando, adroit, saignant, bravo, on est content pour le franchise. Juste une petite question, il y a Chet Holmgren qui clairement, quand il va revenir la saison prochaine, va changer un petit peu le paysage. Est-ce que cette équipe doit quand même garder dans un coin de la tête Victor ou doit, mine de rien, continuer à son bon process? Parce que s'il gagne des matchs... Franchement, c'est pas une science exacte, les idées de Victor, etc. Ils ont des assets, construisez. Franchement, faites venir un All-Star. Je sais pas quel poste, faites venir un autre gars pour être avec lui, jouer sur Chet l'année prochaine, qui reviendra d'une longue blessure, et essayer d'être performant l'année prochaine dans cette conférence Ouest où c'est la jungle. La draft avec Victor, c'est pas une science exacte. Franchement. Claire, il y a Lou Dort qui est là aussi. Après, je sais pas s'ils seront capables d'aller chercher un All-Star, mais en tout cas, surpayer un mec qui vous fera. Ah ouais. Parce que c'est toujours pareil, hein, les petits marchés, personne ne va aller au OKC. Donc surpayer un mec, pourquoi pas la prochaine free agency, pour passer un cap, si c'est ce que le front office veut. C'est une vraie question, je peux pas y répondre moi non plus. Comme en tout cas, quand on voit des équipes jeunes avec des projets qui galèrent depuis quelques années à gagner des matchs et qu'on les voit gagner des matchs, eh ben c'est toujours intéressant. Voilà. Donc bravo. Et petit crédit quand même à Marc Daigneault, le coach, qui est vraiment un coach qu'on voit, coach de KD France là aussi, il est debout sur le banc, il parle beaucoup. Non mais il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, je vois vraiment des attitudes de jeunes qui sont tous focus dans sur le même style de jeu, que leur coach est très présent avec eux sur le banc, il leur donne beaucoup de conseils. Donc voilà, je sais qu'on n'a pas, moi j'ai pas personnellement regardé beaucoup de matchs du Thunder les dernières saisons, mais cette saison-là, c'est plutôt très agréable. On a fait le tour, messieurs. Arthur, tu t'es bien chauffé? Chaud. C'est pourquoi t'es chaud? Oui, je sais. Bon, j'espère qu'il a fait, parce que je sais même pas ce qu'il a fait en quiz. On espère que dans le quiz de Tom Servino, il y aura un quel fac. Le quiz tout de suite. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit Arthur dit évidemment quelle fac. Allez, j'espère que bouillant moi Arthur, parce que j'espère. j'avais préparé une autre énumération pour être franc, que je ferai une autre fois du coup, sur... je vais pas vous le dire si vous allez travailler entre temps, mais du coup j'ai été obligé de faire un quelle fac, et c'est Thomas Dumas qui m'a donné quelques noms. Allez. Parce que vous savez qu'il adore cette émission, il travaille pour nous, et du coup il m'a envoyé quelques noms, 15 noms pour être précis. Vous êtes prêts? On parle jamais de Thomas dans ces jeux, mais peut-être qu'un jour il est bon. Il aime bien la jouer un peu undercover Je là. vais tirer la bourre parce que j'ai été mauvais quelques fois, mais je vais gagner aujourd'hui. le faux modeste toute sa vie. Tout à fait. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec Eric Pachal. Qui c'est? Eric Pachal. Louisville. Non, Michigan. toujours pas. J'en ai aucune idée. Eric Pascal. Ouais. Mais si, je l'ai. Ça commence par un... Michigan State. un V. Villanova. Il y a point pour personne là. Ça commence par un V. Gros, c'est lui l'arbitre. Ah, Tu le laisses. on descend. quel avoir, Donc cette année, on descend en gamme. Ah ouais. Allez, on continue avec Anton Jamison. North Carolina. Ah non. North Carolina. Ah oui, je le sais en plus. Un partout. Merde. Nick Anderson. Oh. Personne. Georgia. Non, une belle fac. Belle fac du Nick côté, Anderson à Nick l'ancienne. Anderson. là où ça vente. Ça vend. Berkeley, Californie. Il y a beaucoup de vent dans une ville, c'est dans cet état-là. Illinois. Ouais, bravo. Il est bon sur les indices, Ah celui-là. ouais. Ça fait 2-1. Isaiah Stewart qui est bon en ce moment. Bon. Ouais, Stewart. ouais.
Compliqué. Tiens, C'est Accuse. petite fac, ça. Non, Baylor, non Il est pas... Non, Non. Avance là, on sait pas. Vas-y. non, Washington. Ah, ouais. Dommage. Mike Dunleavy. Duke. Ah non, mec, je suis con quoi, putain, je me trompe entre De les partout. deux. Horace connais que Grant. en plus, Horace Grant. Oh, Rascal. Ah ouais, c'est dur là avec les anciens. C'est Thomas Dumas, il a voulu vous Horace voir. Grant, j'en ai aucune idée. Elle est très dure. Je l'ai su, mais non. Je la j'ai- connaissais même pas. Tigers de Clemson. Clemson, Fac football. Clemson. Ouais. Sam Perkins. North Carolina. Voilà, Bah bah, oui, on peut champion avec lancer un Michael peu. Jordan. Non, mais... Jamir Nelson. Non, Duke. Saint-Joseph. Saint-Joseph, Oh, bah, voilà, ouais, il est ouais, parti, il est lancé. Cheval West. On va vous calmer peut-être avec Anthony Tolliver. Anthony Tolliver, je l'ai pas. Anthony Tolliver. Je vois même pas avec un mot de la fac. Très compliqué. Creighton. Creighton, Je savais même oh, pas la ce que vache, c'était. c'est venu Anton nickel. Walker, pour rebondir. Kentucky. Kentucky, Ah oui, merci. bah oui. Oh, Ça, c'est Canning bien. Fry. Arizona. Arizona. il est chouette, voilà. AC Green. North Carolina. Non. Ah, Mais non, putain. le truc, Je sais pas. il était à un truc où on faisait pas l'amour, non? Oregon State. Rien à voir. Après, t'as peut-être des infos que je n'ai pas. Allez, il en reste deux qui sont pas faciles. Hein. Caleb Martin. Caleb Martin. Ah. Stanford, non Et non, Nevada. Nevada. Vache. Et Devin Harris. Devin Harris. Ah, je l'ai- Boston College. Wisconsin. Wisconsin. Putain. Zéro Bravo, pointé. ouais, non, mais- C'était un Ouais. zéro pointé. Thomas Non, Dumas mais- y allait un peu fort. Hein. C'était Ouais. c'était pas les Non plus mais, simples. non, mais disons qu'il est allé dans les trucs évidents à l'ancienne et très compliqués actuels. ouais, Bon, il est très ouais, compliqué bien, aussi à l'ancienne. bien hein. vu, bien vu. Ah ouais, faut doser, mais c'est comme ça qu'on se teste. Hein. C'est comme Il reviendra ça. la semaine prochaine pour refaire. Ce qui inquiète, c'est que le Kissu, je n'ai pas plus Ah, simple. lundi, tu fais la radio lundi Ouais, vas-y, lundi. Lundi, avec Allez. la radio, on dira à Doumé de faire une Voilà, quelfac. voilà, Allez. voilà. Non, mais c'était prévu qu'il revienne. Hein. Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on est ce serait pas le moment de prévoir 40 Kelfac et qu'on se tire un peu la bourre, double fenêtre et tout? Je sais pas, Comme ça, je vous le dis. Si, si, on va bosser la télé. Transpirant. Rendez-vous lundi 22h sur Twitch. Bon, allez, on se termine avec le qui suis-je. Il est pas simple. Mais Alors, dis pas ça, c'est un concentrez-vous. indice. Eh oui. Gamin. Je suis né le 17 juillet 1972, j'ai donc 50 ans aujourd'hui. Je m'étais trompé la semaine dernière, 72 c'est bien 50 ans. Je fais mes études à Vincennes, pas en Ile-de-France, hein. Dans l'Indiana. Mais je reste surtout dans la fac de Providence, entre 93 et 95. Mes stats lors de ma deuxième saison, 17,7 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 steals. Avec mes stats et mes 2,03 m, je me présente à la draft 95. Et celui qui me donne le numéro 1 draft aura le premier choix pour donner la réponse. Attends, vas-y, redis, Ouais, redis. pardon, Oh, parce attends. qu'en fait, j'ai lu un truc que je voulais vous faire. Vas-y, j'ai Draft 95 qui est numéro 1. John Smith. C'est très bien, c'est toi qui auras le droit à la primeur de la première réponse sur les 2 prochaines phrases. Voilà, ils peuvent pas répondre avant. D'accord, ok. Pas mal, on aime. Je me présente donc à cette draft 95 et je suis sélectionné en 14e position par les Celtics. Et je jouerai 2 saisons là-bas, une saison rookie où je tournerai directement à plus de 20 minutes sur le parquet, J'ai le droit de dire un truc? puis une saison sophomore où je serai intégré dans le 5. Non, je sais pas. Ah, attends, Walter McCarthy. Non. attends, tu nous as dit la taille déjà? Je crois qu'il t'a. 2,03 m. 2,03 m. Bon, une saison sophomore où j'intègre donc le 5 à Boston. 15 points de moyenne et presque 4 rebonds. Je ne connaîtrai pas les playoffs au Garden lors de mon premier passage, mais j'y reviendrai plus tard. Je quitte Antoine Walker à l'été 97 puisque je suis tradé chez les Nuggets. Mais ma première saison dans le Colorado sera blanche puisque je me déchirais le ligament antérieur du genou. Out pour la saison. La saison suivante, je joue seulement 38 matchs pour 20 minutes de moyenne. Mon passage à Denver ne restera qu'un regret. Les blessures gâchent mon aventure alors que je tournais presque à 20 points lors de mes premiers matchs Rodney avec les Rogers. Nuggets. Come on, one. Pour me refaire une santé et reprendre le bon chemin, je reviens à Boston avec mon numéro 55 pour la saison 99-2000. C'était bien, McCarthy 55. Mais Pro- oui. Problème, je n'ai plus ma place dans le 5. C'est Car, j'ai pas le Il prénom. l'a pas. Austin Carr, tu penses, non? Non, non, non. Problème, je n'ai plus le. Tu vas arrêter de parler parce que tu dis beaucoup Je de n'ai trucs, plus après. ma place dans Là, tu dis le n'importe 5. quoi, là, hein. Je n'ai plus ma place dans le 5. Un grand de la même taille que moi est arrivé entre-temps, Vitali Potapenko. Potapenko, sorry pour l'Ukraine. Et dans le 5, avec Anton Walker et Paul Pierce, je n'ai plus vraiment ma place. Je sors donc du banc en prenant mes 20 minutes de moyenne. Pendant 3 saisons, je jouerai ce rôle sur le banc, mais mes, Tony Batty. non, mais mes minutes ne cesseront Numéro d'augmenter. 0-0, tu dis n'importe quoi là! En putain. 2002, je connaîtrai les playoffs pour la première fois et j'aurai un vrai rôle puisque je serai réintronisé dans le 5 durant cette épopée aux côtés de Tony Batty, exactement. 28 minutes de jeu au premier tour face aux Sixers, 37 minutes de jeu face à Détroit en demi-finale Putain, c'est qui et ça? puis 27 en finale de conf contre les Nets. Cette finale perdue mais avec un match mythique lors du Game 3 où on revient en étant mené de 25 points. L'aventure en playoff s'arrêtera ici, défaite 4-2 mais j'apprends énormément alors que j'ai déjà 29 ans. Avec mes gros playoffs, Boston me remet dans le 5 pour la saison 2002-2003. On retournera en demi-finale, mais pas plus haut. Ce sera surtout ma dernière fois en playoff.
Après Boston et Denver, je ferai une demi-pige à Cleveland. Sur 50 matchs dans l'Ohio, j'en jouerai 36 dans le 5 aux côtés de LeBron. Non, 2003-2004. Benny Marshall? Non. Léon Pau? Non. Après les 50 matchs, je suis free agent et je décide de signer à Brooklyn pour la saison 2004-2005. Oh la vache, Boston, c'est qui? Denver, Cleveland et donc Brooklyn. Mais je ne jouerai qu'une moitié de saison puisque je ferai partie de l'énorme trade qui envoie Vince Carter à Brooklyn et moi je pars pour Toronto finir la saison. Je l'ai pas du tout. J'ai 32 ans et ma carrière est derrière moi. Je finirai avec 2 dernières piges à San Antonio et Charlotte avant de raccrocher. Intérieur de 2,08 m, j'ai donc des moves au poste, mais je suis aussi capable de mettre quelques shoots à 3 points. En carrière, je tourne à 8 points, 3 rebonds pour 24 minutes de moyenne et c'est la fin. Putain, je sais de pas. mon 2,08 m, t'as dit? T'as dit 2,03 m tout à l'heure, ça m'a bien baisé. Non. Jure. Attends, je vais aller te Numéro 55. Il a joué. Je fais 2,03. 2,03 pour 99 kilos. Tu viens de dire 2,08 m. Bref, c'est pas grave. Bon, bah, Aucune idée. 2,03 Aucune idée. 2,03 m à l'intérieur. Redis-nous les clubs là, putain. Je suis sûr que tout le monde l'a trouvé en plus. Il passe par Boston, après il fait une pige à Denver, il revient à Boston. Ensuite, il va à Cleveland, 4-5. à l'époque de LeBron, il est quand même dans le 5. Hein. Ensuite, il est dans le 5 pendant 50 matchs. Ensuite, il va à Brooklyn. Puis après, il est dans le trade qu'il envoie à Toronto à la place de Vince Carter. Et 55 toujours le numéro? Il porte le 55, à Denver c'était le 32, 55 à Cleveland, le 17 à Brooklyn, le 17 aux Raptors, le 55 aux Spurs et le 55 chez les Bobcats. Eh ben, je crois que tu nous as mis une colle. Hein. Ouais. C'est quoi les rare. initiales? Les Vas-y. initiales c'est EW. E W. EW. EW. Le prénom, J'ai Earl Willis, mais il le existe prénom c'est même Eric. pas. Eric. Hein? Vous l'avez pas? Bah non, Si, ça me jure. dit que- Dis-le maintenant. Eric Williams. Eric Williams. Eric Williams. Oh, Eric Williams, oui. Eric Williams, voilà. Oh, il est pas cadeau celui-là. Hein. Oh. Ah ouais. Bien, bravo Tom, tu nous as bien eu. Bien frustré. Hein. Ah ouais, bah ouais, je suis un Eric peu Williams. frustré. Bon, Alors, bah. bah, Williams. c'est un mec qui était dans le Non, 5 mais à Boston. maintenant que tu Ouais, blagues, ouais, on voit, je mais vois sa frère, tête, là, hein. c'est des anonymes. Hein. Là, on est. Ah bah c'est un mec qui, Ah ouais. qui Moi, joue j'ai essayé 37 de trouver minutes quand en... t'as dit dans les premières années avec LeBron, mais J'ai aucun souvenir de Il est en lui. finale de conf, il joue avec, 37 minutes. Hein. Ouais, Ouais. non, mais c'est clair, c'est clair. Non. Avec le Bravo, Bron, là, bravo. Eric Williams. Bon, bah bravo, hein, Tom. Bravo, Tu nous as bien bravo. eu. Putain, Ouais. on sait que mon Walter McCarthy m'a fait très mal au cœur avec que ce soit pas lui. Ouais, il a Je pensais briller. Bon, bref. Bon, bah écoute, pas Bon, bah, bravo la à semaine nous. prochaine, je reviens avec Iverson. Ouais. Faut te remettre au niveau, merci. Hein. Bon, merci en tout cas, Tom. Merci à tout le monde en régie, à Jérémy, à Polo, à Tom, à JB pour la palette, comme d'habitude, d'envoyer de la force. À JB, il en a besoin en ce moment. Il se pose beaucoup de questions existentielles, notre JB, et on a besoin de lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de force. Parce que JB a beaucoup trop d'amour à donner, d'ailleurs. Tutu, on se voit lundi. Yes. Thomas, on se voit lundi. On se voit tout à l'heure même. Ouais, On moi se je suis voit- là, on se voit tous les jours. Oui. Et quand tu te lèves le matin, fais pas trop de bruit. J'aime Ouais, bien je dormir sais. un peu plus, moi. C'est vrai que j'étais pas obligé de jouer de la trompette ce matin, c'est ce que je veux dire. Alors, tu parlais de faire des P, mais ça peut être interprété d'une autre manière. C'est vraiment un Ah dingue. ouais, Allez, ah ouais, à lundi, merde, ah ouais. on sera meilleur que ça. Ciao.